Merci de votre présence à HR et d'avoir répondu à l'invitation du département. Alors, je voudrais simplement remercier, mais je ne vais pas être très long, mais je crois que c'est important aussi qu'on puisse remercier les personnalités présentes. Je vais commencer par Mme Louis-Irem, la députée de la circonscription, et puis les vice-présidents du département, Mme Suzanne Jaunet, M. Delepierre, qui interviendra également, qui est responsable des transports, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. M. Aoun, qui est maire de Triel, M. Valls, qui est maire d'Andrézy. Alors, je parle de Carrière devait être représentée, il va arriver, et Chanteloup devait être représenté, également M. Meunier, qui est élu à Poissy. Ah, pardon. Très bien. Voilà, donc moi je suis aujourd'hui heureux de vous accueillir. C'est pour évoquer un sujet important et qui, effectivement, d'après ce que j'ai compris, n'est pas l'unanimité. Mais c'est les autres. Là, si vous commencez, je vais aller tout de suite. Hein, donc, je vais on coupe tout et on s'en va. Non, je rigole. Donc les OR30, RD30 et RD190, avec la nouvelle création du pont d'Achères. Alors on dit que c'est toujours le pont d'Achères, effectivement, ça va aller d'Achères mais aussi à Carrière, derrière. Alors c'est vrai que voilà, déjà plus d'une dizaine d'années, et je dirais peut-être pas loin de 15 ans que ce projet, je dirais, dans les tuyaux, c'est un projet d'envergure imaginé pour décongestionner le trafic, améliorer le quotidien des usagers du territoire. Et en leur permettant de circuler dans de meilleures conditions. Alors ce projet, je vous rappelle, a été déclaré d'utilité publique en 2013. Donc si je compte bien, ça va faire déjà 10 ans qu'il a été déclaré d'utilité publique. Alors pendant toutes ces années, ce projet a été construit, débattu, controversé par certains, attendu avec impatience par d'autres, revu et corrigé, pour essayer de tendre le plus possible vers une réalisation qui puisse répondre aux attentes du plus grand nombre. Alors je sais que des inquiétudes et des questions légitimes ont été posées concernant l'insertion paysagère de ce projet et la préservation de notre environnement. Je pense que je réponds en disant ça. Vous le savez, les projets de cette importance se construisent sur le temps long. Et le temps long, pour coller au rythme des normes environnementales et écologiques, n'est pas facile à respecter. Si celles-ci sont essentielles à la préservation de la biodiversité et de notre environnement, elles peuvent être parfois contraignantes pour mener des projets à leur terme. Nous le constatons tous les jours sur HR dans les projets que nous avons à développer. Alors, la réglementation environnementale évolue de plus en plus vite. Si nous devions aujourd'hui relancer un projet tel qu'il est présenté, je ne suis pas certain qu'au moment du démarrage des travaux, il réponde aux normes environnementales, des normes qui seront obligatoires dans 5 ou 10 ans ou 15 ans. Alors, c'est une course à l'échalote où effectivement les projets sont longs à mûrir, on l'a dit tout à l'heure, près de 15 ans, et effectivement, depuis quelques années, s'accélèrent les conditions environnementales à respecter et l'insertion dans le site. Alors, je conçois que c'est difficile, et je crois qu'un jour, il faut passer aussi à l'exécution, et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et puis bon débat. Alors, je vais terminer par un sujet. Je vais oublier quand même de présenter l'équipe aussi du conseil départemental. Alors, Madame Séniquette, qui est au milieu, qui interviendra également, Monsieur Papon, et puis Madame Chivet, qui là, on la connaît bien sur ce projet depuis longtemps. Voilà, donc je vais leur laisser la parole et ils vont tout vous dire et vous laisser débattre, je le pense. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Marc. Quelques mots rapides en complément, même si Marc a quasiment tout dit de cette réunion d'information. J'ai juste montré un tout petit peu de recul. Effectivement, la DEP elle date de 2013. La première délibération prise par le Conseil général des Yvelines à l'époque, elle date de 1983. C'est-à-dire il y a juste 40 ans. Donc pour tous ceux qui auraient le sentiment d'un passage en force, d'une précipitation, etc., on peut taxer le département de beaucoup de choses, sans doute de la constance et d'une certaine persévérance, mais pas d'un passage en force.
Marc l'a redit, le contexte réglementaire en matière de protection de l'environnement, il évolue chaque année plutôt en renforcement de la protection. Sauf à ce qu'on décide de ne plus rien faire dans ce pays, il faut quand même de temps en temps avancer. Dans DUP, il y a UP, ça veut dire utilité publique. Ça fait 10 ans que ce projet a été déclaré d'utilité publique. Bien évidemment, comme dans tous les projets, il y a quelques dégâts collatéraux, il y a des gens qui sont près des infrastructures, etc. Mais après, il y a l'intérêt général. Voilà. Et c'est ce qui nous guide, en tout cas au département. C'est ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui, après plusieurs étapes de franchis. Il y a eu beaucoup de recours qui ont été déposés, peut-être encore d'autres qui sont déposés. En tout cas, tous les recours qui ont été déposés ont été rejetés par le tribunal administratif, ce qui fait qu'on avance. On avance, Marc l'a dit, avec une réglementation qui a beaucoup évolué et qui fait que dans le coût global du projet, vous êtes un peu opposé aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'éléments qui relèvent du champ de la compensation. On en reparlera tout à l'heure. Il y a quasiment en équivalent surface l'intégralité de ce qu'on va construire va être compensé dans un partie du territoire qui n'est pas la moins posée, mais on applique évidemment de manière très scrupuleuse ces règles-là. Et on avance parce qu'on pense effectivement, Marc l'a dit, qu'en matière de mobilité, ces infrastructures, elles sont nécessaires. Et elles sont, je vais l'arrivée d'Ediaït, qui est presque à l'heure, monsieur le maire, chers collègues. Le département, s'il consacre encore un peu d'argent aux infrastructures routières, consacre énormément aux infrastructures de transport public. Mais si on veut que les gens aillent prendre le train, le RER, il faut qu'ils puissent accéder aux gares. Les gens ne dorment pas au pied des gares. Peu d'entre eux. Donc à un moment, ces infrastructures, elles viennent aussi donner du sens à tout ce qu'on fait sur EOL, à tout ce qu'on fait sur le T13, toujours RER, pour que les gens puissent partir de chez eux, venir en voiture, se garer et poursuivre leur déplacement en Île-de-France en transport en commun. Voilà, donc tout ça est assez cohérent en fait. Je vais maintenant sans plus attendre laisser la parole à Corinne et à ses deux équipiers pour vous présenter le détail de ce qui devrait se passer, je dis plutôt conditionnel parce que je ne veux pas être prétentieux, dans les mois et années qui viennent sur vos territoires, de telle sorte que vous puissiez bien prendre connaissance de la réalité de ce que sera ce projet. Merci à toutes et à tous, et puis après un temps de questions-réponses évidemment. Bonjour à tous. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Bonjour à tous. Non, on n'entend pas. Donc Corinne Soniquet, directrice des mobilités au département des Yvelines. Donc en fait, on va vous présenter avec une partie de l'équipe projet le déroulé de cette soirée. Donc moi, je ferai une présentation sur la boucle du Chanteloup et ses enjeux de territoire. Puis après, les équipes vous feront un rappel du projet. Donc l'idée, c'est pas de vous présenter dans le détail l'ensemble du projet, mais de vous représenter les grandes caractéristiques de cette opération. Bien entendu, dans la phase de questions-réponses, si vous avez des questions plus précises, on y répondra avec plaisir. Donc après, on vous présentera le calendrier prévisionnel général des travaux de l'opération, les premières interventions qui vont avoir lieu sur le terrain, donc qui sont programmées en septembre, d'où la réunion aussi d'aujourd'hui d'information sur ce qu'on va faire sur le territoire, les outils de communication que le département va mettre en place dans le cadre de ces travaux, donc des outils qui seront mis à jour continuellement pendant toute cette phase opérationnelle, je dirais, et bien entendu, il y aura un temps d'échange avec le public pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc ce qu'on se propose, c'est de vous faire le déroulé de la présentation et après de laisser un temps d'échange pour qu'on puisse dérouler de façon assez linéaire cette présentation. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, donc pour votre information, on mettra sur le site internet du département des Yvelines cette présentation, ainsi qu'une petite synthèse de toutes les questions-réponses qui auront été apportées, questions posées et réponses apportées dans le cadre de cette réunion publique. Voilà, donc tout le monde aura accès à ce diaporama qui vous est présenté ce soir. Donc, le secteur de la boucle de Chanteloup, c'est aujourd'hui un territoire, comme vous le savez, puisque vous êtes riverain en pleine évolution, avec des projets qui ont été réalisés, qui sont en cours ou qui vont continuer d'être réalisés, alors que la boucle de Chanteloup, jusqu'à présent, jusque dans les années 2000, c'était un territoire qui était principalement voué à l'agriculture, mais suite à un arrêté de la PRIF, il a été interdit de continuer l'exploitation agricole à vocation alimentaire compte tenu de la pollution des sols qu'il y a sur ce secteur. Donc par conséquent, dans le secteur de la boucle, c'est un territoire où une grande partie des parcelles se sont transformées en friches ou voire même en décharges.
Le département en sait quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce secteur, il y a quand même toujours de nombreux projets de développement urbain et économique. Donc on peut citer dans le secteur de la boucle, la ZAC centralité, les COPOL, je vous en donne juste quelques-uns à titre d'exemple, hein, parce qu'il y en a des nombreux. De nombreux projets de développement logement à Carrière et à Cher. Et une croissance urbaine aussi qui est significative à Poissy, hein, notamment avec la ZAC projet de Lille, et puis toute la mutation de Stellantis qui est aussi en cours. Voilà. Donc à ces projets s'ajoutent des actions d'amélioration du cadre de vie et de préservation de l'environnement, je vous détaillerai ça un petit peu plus tard, et les projets de mobilité que je vous détaillerai aussi également après. Donc ce qu'on peut dire sur les actions du département dans ce territoire, qui est quand même un territoire, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, en âge fort, donc pour porter et accompagner le développement urbain et économique de ce territoire, le département des Yvelines a mis en place un dispositif d'aide aux communes, qui est le dispositif Prior. Et comme vous le voyez sur cette carte, l'ensemble des communes du secteur ont pu en bénéficier pour un montant de l'ordre de 63 millions d'euros. Concernant les enjeux environnementaux, il y a un petit rappel aussi sur le parc départemental du peuple de l'Erme. C'est un projet qui a été porté par le département, pour lequel il a consacré 17 millions d'euros entre 2010 et 2017 à son aménagement. Il y a 113 hectares qui étaient en friche en bord de Seine, qui ont aujourd'hui été valorisés en parc départemental. Pour la petite histoire, c'est le plus grand parc départemental des Yvelines. Voilà. Donc l'objet de ce portage par le département, c'était aussi de permettre d'équilibrer avec des espaces voués à la détente, au loisir, avec tous les projets de développement de la zone. Et vous voyez donc, au centre, voilà, au centre, il y a tout un territoire donc là, qui est porté par différentes collectivités d'aménagement de la boucle de logement doux, donc c'est porté par le département, GPSCO, les PAMSA et les PFIF, qui est l'établissement public foncier d'Île-de-France. Dans ce territoire, la vocation future de ce territoire, c'est de préserver l'environnement avec une renaturation des friches, la mise en place de compensations environnementales pour divers projets et le développement des activités agricoles et sylvicoles. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est dans ce territoire-là que le département des Yvelines a investi environ 2,5 millions d'euros pour nettoyer une partie de ce qu'on appelait la mer de déchets de la boucle. Il y a environ 7000 tonnes de déchets qui ont été évacués quand même. Voilà. Les mobilités, donc là c'est une carte de synthèse des projets de mobilité du secteur. Donc comme vous le voyez, vous les connaissez, il y a deux grands projets de transport en commun lourd ferré que sont EOL et le T13, pour lesquels le département amène une contribution volontaire, hein, puisque le département n'est pas censé contribuer au développement des transports en commun, hein, qui relèvent de la région Île-de-France et d'IDFM. Néanmoins, sur ces deux grands projets stratégiques pour la vallée de Seine, le département va apporter plus de 550 millions d'euros. Il en a déjà apporté une partie d'ailleurs. Voilà. Sur les projets routiers, donc, on a le pont d'Achères et la liaison du pont d'Achères, qui est l'objet de notre réunion de ce soir, et le projet de requalification urbaine et d'aménagement du TCSP de la RD 190, excusez-moi. Sur cette RD 190, toute la partie urbaine sera aménagée avec un transport bus en commun en site propre. L'objectif, en fait, c'est d'aider au développement des transports en commun, parce que comme vous le voyez, tous les axes convergent vers le pont de Poissy, qui est aujourd'hui très saturé. Au-delà des transports routiers, qui permettent quand même, avec ce site propre bus, mais son site propre sur le reste des axes, la circulation des transports publics par bus, on a aussi des projets et des actions qui ont été menées pour le développement des circulations douces. Donc à l'échelle du département, c'est des itinéraires structurants qui sont développés et qui ont vocation à, je dirais, combler les zones où il n'y a pas de, les ruptures, enfin, voilà. Alors, on a par exemple réalisé il y a plusieurs années maintenant la passerelle findoise, et
pour environ 4 millions d'euros d'investissement, et le département va contribuer à la future passerelle piéton-cycle de Poissy à hauteur d'environ un peu moins de 7 millions d'euros. Voilà, mais comme vous le voyez aussi sur cette carte, il y a un itinéraire structurant qui se dessine, et les nouveaux projets, que ce soit des projets neufs comme la liaison RD30, RD190 ou le TCSP qui est une requalification de voirie existante, ces projets font l'objet d'aménagements cyclables, type pistes cyclables sécurisées pour tous les modes. Donc l'objectif du département, c'est vraiment de porter l'ensemble des mobilités pour assurer la desserte des territoires yvelinois et notamment de ce territoire. Donc en synthèse, ce qu'on retrouve, c'est les 3 cartes que vous avez vues précédemment qui ont été associées. Donc le département, par ses multiples actions, accompagne le développement du territoire, mais le développement de ce territoire, ça veut dire aussi une augmentation du nombre d'habitants dans ce secteur et donc des besoins de déplacement croissants. Donc ce que je disais, c'est qu'il y aura des besoins de déplacement à tous les projets de logement et d'activité, mais on a aujourd'hui une situation qu'on connaît tous bien sur Poissy, qui est la saturation complète du centre-ville de Poissy. Parce que comme je disais tout à l'heure, le pont, tout le monde arrive au pont de Poissy. Et cette saturation du pont de Poissy fait qu'il va être obligatoire en fait, de décharger les circulations pour permettre en fait, les déplacements du quotidien des riverains et des gens qui habitent le secteur. Mais il y a aussi un volet important, c'est que permettre de désengorger le centre de Poissy permettra aussi de réaliser les travaux du futur T13 dans des conditions de circulation acceptables, je dirais. Les travaux et la phase d'exploitation. Les études qui ont été menées par Île-de-France Mobilité ont montré que sans l'aménagement du pont d'Achères et de la liaison, les travaux, le T13 ne pourrait pas fonctionner dans des conditions optimales. Voilà. D'où aussi le fait que le département va travailler à toutes les actions qui peuvent contribuer à une meilleure circulation du quotidien, du domicile-travail, une circulation de domicile-travail via les pistes cyclables, mais aussi de loisirs, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Là, il y a un petit camembert qui vous a été mis, Richard Delpierre le disait tout à l'heure. Ces 10 dernières années, on a fait un bilan. Les dépenses d'investissement du département pour les mobilités, ça a été quand même 40% pour les transports en commun et 60% pour les routes. Sachant que pour les routes, on a quand même des dépenses d'investissement sur notre réseau routier départemental, que vous empruntez tous les jours. Et nous, on a plus de 1600 km de routes sur lesquelles il y a des dépenses d'investissement annuelles à réaliser. Voilà, donc ce qui montre encore cette volonté du département d'accompagner les développements des mobilités tout mode. Alors, un petit rappel, mais ça vous l'avez vu dans tous les dossiers qui ont pu être mis à l'enquête publique, ce sont les objectifs de cette opération du pont d'Achères. Donc, c'est assurer un meilleur maillage et permettre une desserte optimisée de la boucle de Chanteloup, en créant notamment un nouveau franchissement de Seine. Comme le disait Richard Delpierre, c'était une vieille délibération qui avait voté, parce que ce qui manque dans les Yvelines, c'est les franchissements de Seine. On reconnaît aussi, on le voit aussi au Muro, par exemple. Et dans cette délibération, il y avait 3 franchissements de Seine qui devaient être faits. Donc il y avait le pont de Triel, il y avait un pont à École-Mézières et le pont d'Achères. Et aujourd'hui, 40 ans après, le pont de Triel a pu être réalisé. Pour vous dire comme c'est long pour avancer sur les projets. Donc le deuxième objectif, bien sûr, c'est d'offrir de bonnes conditions de desserte et d'accès à la boucle de Chanteloup, afin de favoriser son développement et d'accompagner le développement de l'OIN Seine-Navarre, qui est quand même un territoire d'opération d'intérêt national en termes de projet de développement. Et bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, désengorger le centre de Poissy, notamment pour améliorer la qualité de vie des riverains de Poissy, mais aussi pour permettre l'arrivée du T13 et des halls qui vont aussi attirer du monde complémentaire dans de bonnes conditions. Voilà pour cette présentation un petit peu générale sur la boucle de Chanteloup et ses alentours et le secteur. Alors, les étapes clés du projet, je vous ai épargné toutes les étapes de ce projet. Je dirais qu'on a gardé les principales, dont Richard Delpierre parlait tout à l'heure. Donc, une DUP en février 2013 qui a été prorogée pour 5 ans en décembre 2017.
On a mené en 2020 une enquête parcellaire, donc ça c'est ce qui concerne tout le foncier, et aujourd'hui le département maîtrise l'intégralité du foncier nécessaire à l'aménagement de cette nouvelle liaison. Et la dernière procédure, sur laquelle il y a aussi une enquête publique, où vous avez pu vous exprimer, un rapport du commissaire enquêteur derrière, c'est l'autorisation environnementale qu'on a eue le 3 juillet 2023 suite à l'enquête publique qui s'est tenue entre décembre et janvier 2023. Voilà, donc là je laisse les équipes du projet reprendre la main pour vous présenter la suite. Et je vous remercie de votre attention et de votre écoute. On va rebalayer un petit peu les différents aménagements prévus dans le cadre de ce projet-là. Une petite page de rappel déjà pour vous dire qui sont les acteurs du projet. On a trois grands acteurs, il y en a beaucoup d'autres, mais on va insister sur les trois principaux. Le maître d'ouvrage, donc le département des Yvelines, c'est celui pour qui l'ouvrage est réalisé et qui finance, donc financeur de l'opération, propriétaire et exploitant de la plupart des aménagements créés. On va aussi gérer responsable des conditions de circulation sur les routes départementales pendant les travaux, donc assurer le trafic pendant les travaux, et puis tout ce qui est volet communication, bien sûr, ça sera également relayé par les communes avec qui on est en contact. L'autre acteur, c'est le maître d'œuvre. Donc c'est un groupement d'entreprises privées, un Gérob, Strat. Ils ont fait toutes les études du projet. Donc la conception en soi, nous on a un besoin, eux ils y répondent, ils font la conception, ils s'assurent que tout est bien pris en compte. Et leur rôle ne s'arrête pas là, ils vont aussi, avec les travaux qui vont commencer, s'assurer que les travaux qui sont réalisés sont faits conformément à leurs études et que tout se passe bien. Et enfin, le dernier acteur, c'est les entreprises de travaux publics qui vont, eux, réaliser en soi les travaux sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus parce qu'elles ne sont pas encore désignées. C'est des procédures qui sont en cours et qui vont encore arriver dans les prochains mois. Donc voilà pour le rappel des acteurs. Sur les principales caractéristiques du projet, on parle d'une nouvelle liaison, donc c'est la création d'une nouvelle voie sur 3,5 km à peu près, sur une 2 fois 2 voies, et cette voie va franchir la Seine sur 760 mètres, donc un viaduc, un nouvel ouvrage de 760 mètres sur la Seine. C'est aussi le réaménagement de la RD30 et de la RD190 existante, sur à peu près 3 km, ce qui fait qu'on a 6,4 km de projet à peu près de travaux. On va avoir des carrefours giratoires qui vont être soit réaménagés, soit créés pour permettre le lien entre toutes ces RD, la nouvelle, les existantes, il y aura des échanges possibles entre ces routes, et donc il y aura des ronds-points pour des carrefours giratoires pour pouvoir les lier. Sur l'ensemble du projet, des aménagements cyclables continus aux normes réglementaires et la construction d'une passerelle au-dessus de la RD30. Tout le projet est conçu pour essayer de s'intégrer dans son environnement avec des protections acoustiques, l'insertion paysagère, la gestion des eaux de ruissellement. Au fur et à mesure de la présentation, il y aura des détails qui seront donnés sur ces éléments. Enfin, le coût global de l'opération, réévalué cette année à 160 millions. Donc, le dernier montant annoncé, c'était 120, qui datait de la DUP. La DUP, elle a 10 ans. Donc, par effet mécanique d'inflation, il a à peu près 35 millions en plus d'inflation, tout simplement. Avec le même projet 10 ans plus tard, c'est 35 millions en plus. Et 5 millions qui sont liés aux compensations environnementales qui n'existaient pas il y a 10 ans pour la DUP. C'est des nouvelles réglementations qu'on a intégrées à hauteur de 5 millions. Et sur ces 160 millions, à ce jour, le département bénéficie d'une subvention de la région à hauteur de 32 millions. Donc voilà pour mettre en image de ce que je vous ai dit. La RD 190 à Triel, qui est réaménagée sur une partie, toute une nouvelle voie qui est créée ici, sur 3 km et demi, le viaduc qu'on voit ici, et la RD30 qui est revenue. RD 190, 2 fois une voie va passer à 2 fois 2 voies, pareil sur la RD30 sur la partie nord, la partie sud va rester à 2 fois une voie, et ici toute la nouvelle voie sera à 2 fois 2 voies. Et un aménagement complémentaire qu'on verra plus en détail tout à l'heure, une petite route là qui va relier la RD22 et la RD55, parce que vous le voyez là, on a les différents giratoires qui vont être créés. Au niveau de la RD55 ici, il n'y a pas d'échange avec la nouvelle route. La nouvelle route, elle va passer en dessous de la RD55. Donc ici, il n'y aura pas d'échange possible. Donc quand on viendra du pont ici, il faudra prendre le giratoire, redescendre, revenir là, et on aura accès à la 55. Et de la même chose, de la 55, hop, on aura accès au giratoire. Donc on va vous détailler un petit peu le projet, morceau par morceau, en commençant par la RD190, la voie nouvelle, puis la RD30.
Bonsoir à tous. On va débuter par la section dans les 190 qu'on requalifie, donc sur environ 660 mètres. Donc, comme le disait M. Papon, en fait, aujourd'hui on est à 2 fois une voie, donc on passe à 2 fois 2 voies. On peut voir effectivement 2 voies de circulation dans chaque sens, avec des pistes cyclables qui seront du coup unidirectionnelles de chaque côté. Ces pistes cyclables seront éloignées en fait des voies de circulation par un fossé, qui n'est pas effectivement pas très profond, donc du coup c'est une lunette. On va avoir la création d'un bassin qui va se trouver ici. Donc en fait, ces fossés vont récupérer les eaux pluviales issues de ruissellement sur le chaussée. Il y aura une partie qui sera infiltrée en fait dans ces fossés et le reste en fait sera dirigé vers les bassins de stockage, de décantation, avant rejet au milieu naturel, avec régulation du flux. Comme vous le voyez du coup sur la partie gauche, donc ouest en fait de la RD 190, il y aura décantation d'aliments d'arbres et les bassins en fait seront paysagés avec une strate arbustive et des arbres qui sont plantés. Ici, c'est une vue du giratoire qui va être créé, en fait, qu'on appelle le G1. On se situe, là, la voiture, c'est donc c'est à cet endroit-là. Et on regarde vers Triel, centre de Triel, en fait, par là. Et ici, vous allez prendre la nouvelle liaison vers le donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, donc là, c'est une partie vraiment qui est en section 9. Donc c'est depuis la RD 190 jusqu'à la RD 30 à HR. Donc, de la même manière, en fait, une 2 fois 2 voies, le même principe, éloignement des pistes cyclables avec le fossé. Ici, ce que vous pouvez apercevoir, en fait, c'est les chemins de désenclavement. Donc, à certains endroits et en concertation, en fait, avec les exploitants, et pour ne pas enclaver les parcelles, en fait, on a rétabli les chemins d'exploitation, avec notamment un passage là sur le chemin de Pisse-Fontaine. Donc, en fait, le chemin de Pisse-Fontaine sera rétabli en passant sous la voie. Il n'y aura pas d'accès direct en fait sur la nouvelle voie, hormis au niveau du giratoire. Et ensuite, les petites boudins que vous voyez, c'est des passages petites fautes. En fait, pareil, ce sera des lavaux qui sont mis sous la voie pour permettre en fait le passage de part et d'autre en fait et limiter la coupure du coup et la liaison. Donc la vitesse en fait sur la liaison elle est limitée à 70 km/h. À la butte c'était 90 et là du coup on a réduit les vitesses, ce qui a permis aussi de réduire les emprises. Un zoom sur le viaduc. Donc le viaduc qui fait une longueur de 760 mètres. Donc on a vu ici un plan. Il y a 7 piles. On les discerne, donc il y en a une ici, une ici, il y en a 2 en fait en scène qui sont de part et d'autre du chemin de navigation, et après il y en a 3 autres en fait qui sont sur la zone de repos sur Achat. Excusez-moi, où se trouve la piste cyclable? La piste cyclable en fait elle est sur le pont. En fait sur le pont, là j'ai pas le profil, mais sur le pont vous avez 2 fois 2 voies, du coup pour les véhicules. Vous avez un dispositif de protection et vous avez des pistes cyclables, donc pareil de chaque côté en fait de 2 mètres unilatérales. Là c'est l'île de la dérivation. En fait il y a un appui sur l'île de la dérivation, 2 appuis en scène et le reste sur la plaine de Roubaix. Non, en fait on est au-dessus de la zone qui est à l'extrémité en fait nord de l'île en fait où il n'y a pas d'habitation. On avance. Vous devriez bouger et voir ce que c'est. Il y en a pas beaucoup. On avait dit qu'il n'y avait pas d'habitation à Vas-y, c'est ce que vous avez dit. La section sur Racher. Est-ce que vous auriez un plan, excusez-moi, est-ce que La vous auriez section sur Racher, du coup, qui est aujourd'hui à 2 fois 1 voie. Il y aura une requalification à 2 fois 2 voies depuis le giratoire qui est au droit de la rue du B45 jusqu'au nouveau giratoire qui va être créé. Donc là, par le même principe, 2 fois 2 voies, des plantations d'arbres et des écrans acoustiques qui seront végétalisés en fait côté est de la nouvelle liaison. Et ensuite, sur la partie sud, la route restera à 2 fois 1 voie, mais sera surélevée pour être mise hors d'eau en cas de crue sans plainte. C'était prescrit dans le cadre du PPRI.
Un autre bassin, du coup, sera créé ici, donc pareil, végétalisé et avec des aménagements paysagers. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une vue des deux voies au niveau du pont? Parce que là, en fait, vous ne nous montrez pas, enfin, on voit avant, après, mais sur le pont, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment habitent les cyclistes et les voitures? On aura une vue après, donc. Ah, d'accord. Pendant les questions-réponses, on cherchera un document qui montre bien la vue sur l'île de la Ville. Ici, en fait, le trait jaune, c'est une passerelle du coup dédiée au mode doux sur HR, donc qui franchit la RD30, permettant en fait l'accès depuis HR vers les berges de Seine. Donc cette passerelle, elle est ici, donc elle franchit la RD30. Du coup, là, c'est les murs acoustiques, les écrans acoustiques en fait qui sont du côté est de la RD30. Donc c'est une passerelle de 224 mètres de long, 3 mètres de large et dédiée au mode doux. La démarche environnementale, donc tout au long du projet, on a appliqué la démarche ERC, donc éviter, réduire, compenser, pour préserver la qualité environnementale, donc éviter les atteintes à l'environnement, donc ça c'était par rapport au choix du tracé qui a été fait pour éviter notamment les temps d'ébauche, le en bas, réduire celles qui n'ont pas pu être évitées. Donc là il y a plusieurs mesures de réduction qui sont prévues et qui étaient présentées au dossier d'enquête publique, je pense. Compenser les effets qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, donc c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, en fait il y a 27 hectares de zones de compensation qui vont être réalisées. Une conception qui tient compte des enjeux environnementaux, donc préservation des naturels et de la biodiversité, prévention des risques d'inondation et de la gestion des eaux de ruissellement, donc dans le respect du PPRI, en infiltrant au maximum les eaux de ruissellement après traitement, la valorisation des paysages et le développement des modes doux, des placements doux avec le maillage, avec les pistes cyclables en toutes conditions. En fait, la base. Vous voyez, il y a l'accès GSM, le carré qui a fait un accès. Micro SVP. Est-ce que vous voyez au droit de la RD30 l'accès qui a été fait par le carrier en fait en train d'exploiter? Vous savez, il y a un accès nouveau qui a été fait juste après la partie où il y a Buffalo et en fait la passerelle est à peu près à cet endroit. Donc là c'est l'accès existant pour le moment pour le carrier. Et de l'autre côté en fait c'est le jardin d'Elsa et Intégrateur qui est développé tout ici. Avec le skatepark au-dessus et le quartier des Plantes de Nuit. Du coup, par rapport à tous ces aménagements, on a un calendrier général sur les différentes sections. Les premiers travaux, ça va être les travaux de voirie. On va vous présenter les travaux immédiats préparatoires qui vont commencer là, mais les travaux de création de voies vont commencer vraiment début 2024 avec la création de ce petit barreau de liaison. Comme on a vu, c'est nécessaire pour permettre tous les échanges. Il y aura un deuxième bénéfice, ce petit barreau, c'est qu'en fait toute la ZAC, les cétons avec un trafic de camions qui sont obligés de passer par un passage à niveau au niveau de Chanteloup, ils pourront dorénavant, pour rejoindre la RD55 et les autres routes, redescendre ici et accéder directement à la RD55. Ils n'auront plus besoin de traverser le passage à niveau. Du coup, ça a aussi cet intérêt-là. Donc, sur les voies ici, début 2024 pour 6 à 9 mois environ. Ensuite, il y aura toute la voie nouvelle avec le viaduc. On sera sur 2024-2026 à peu près sur ces aménagements-là. On disait 2024, hors superstructure, ça veut dire qu'en gros le viaduc sera construit, mais les derniers équipements dessus, les derniers détails de la route seront faits un petit peu après. On aura tout l'aménagement de la RD30 qui sera fait de 2025 à 2026. Et enfin, le dernier raccordement ici et la passerelle, prévue en 2027, c'est la dernière étape, et on ne peut pas la faire avant, puisque comme le disait Mme Chivet,
On a le GSM qui exploite une carrière ici, et ils ont des autorisations qui vont jusqu'à fin 2026, donc ils nous libèrent la zone que fin 2026. C'est pour ça qu'on termine par ces aménagements. Donc ça, c'est du coup 4 années de travaux, 2024, 2025, 2026, 2027. Si on se focalise maintenant sur les premières interventions, qui sont de la préparation, on va avoir la délimitation des emprises sur le terrain qui va être fait là très rapidement dans les prochains jours. Parce que voilà, on voit le plan, on devine un petit peu, mais quand on est sur site, c'est très dur de se repérer. Et donc on va avoir des piquets colorés qui vont être installés un peu partout pour ceux qui se promèneront sur site, qui vont montrer les emprises du projet. Alors, à vue d'homme, on ne verra rien, mais pour les entreprises qui interviendront sur site, ça sera précieux pour se repérer. On a l'aménagement des sites de compensation. Tout à l'heure, on parlait des marches ERC, éviter, réduire, compenser. Compenser, c'est aménager des sites. On va voir dans la suite de présentation ce que sont les sites de compensation. Donc ça sera dès septembre 2023 et à peu près jusqu'en mars 2024 pour les sites 1 et 2. Ce qui correspond à l'hiver, c'est le moment favorable pour faire des espaces verts. Sur l'intégralité du tracé du projet, ensuite, on aura un défrichement. Donc l'intégralité du projet qu'on aura quitté, on va venir défricher, donc enlever les broussailles, les arbres qui sont sur le tracé. Ça va permettre de préparer les futurs travaux, mais c'est aussi nécessaire de le faire dès maintenant, parce que sur l'intégralité du tracé, on va avoir de l'archéologie préventive. On montrera tout à l'heure ce que c'est. Donc septembre, octobre, novembre, défrichement puis archéologie préventive. Tout ça va s'enchaîner. Et enfin, comme on le disait, à partir de janvier 2024, l'aménagement du barreau de maison RD22 et RD55. Plutôt que défricher, dites supprimer la nature. Voilà, tout à fait. C'est l'emprise du projet qui va être défriché pour permettre... Non, ça veut dire supprimer la nature, pas défricher. Pour défricher, il faut avoir des friches. Pour l'instant, il n'y a pas des friches, il y a de la nature. Voilà. On va vous Pour illustrer ce que je viens de dire, du coup, voilà, la matérialité des zones sur le plan. Comme vous le voyez, sur ces premières interventions, on va se concentrer sur la partie ouest, puisque la partie est, RD30, RD30 plus zone GSM, on est sur 2025-2026, donc pour l'instant, on ne va pas sur ce secteur-là, on va rester sur le secteur ouest. Donc les sites de compensation 1 et 2, vous les voyez ici, on fera un petit zoom dessus dans les prochaines slides. Donc, le site numéro 1 qui s'appelle les Gros du Cerf, le site numéro 2, Rive de Seine. En orange, vous avez tout le tracé, donc le défrichement, ça va être sur ce tracé-là. Et enfin, le petit barreau, là, à partir de janvier 2020. Alors, dans la séquence ERC, donc éviter, réduire et compenser. Donc, comme disait M. Papon, on va avoir effectivement 3 sites de compensation, de mesures compensatoires. Ça représente 27 hectares. Qui sont du coup, comme disait M. Delpierre, l'équivalent des emprises totales du projet. Elles sont situées en fait au plus près du projet sur 3 sites. Je vais vous montrer une carte après. Donc les Gros du Cerf, Rive droite de la Seine et Plaine de Recours. Et sur ces zones de compensation, en fait, le département s'est engagé à surveiller et à les entretenir pendant 50 ans. Donc il y a 3 sites. Les Gros du Cerf qui a à peu près 12,5 hectares, Rive de Seine qui fait un peu plus de 4 hectares et 10,4 pour la Plaine de Recours. En termes de temporalité, c'est ce que dit M. Papon, on va intervenir sur le site 1 et le site 2, puisqu'ici en fait GSM est en train d'exploiter. Alors, le site des Gros du Cerf et le site Rive droite de la Seine. Donc aujourd'hui en fait ces terrains sont occupés essentiellement par des friches et sont pas très riches au niveau biodiversité. Il y a des boisements qui sont aussi occupés par des espèces exotiques comme on peut en trouver un peu partout sur le secteur. Donc le but en fait de ce site de compensation, ça va être de réouvrir et de faire des milieux ouverts herbacés. Donc, tous ces milieux en fait sont favorables pour accueillir les insectes et du coup les oiseaux et les chauves-souris pour la partie boisée avec des arbres agités.
Ce site est aussi proche du coup du rétablissement du passage Pisfontaine qui va servir aussi en fait de passage à faune. On passe sous la nouvelle liaison. Et le deuxième site du coup c'est le site Rive de la Seine. Donc aujourd'hui en fait c'est un espace qui est boisé, qui est assez fermé, pour lequel en fait il y a une rigole, petite rigole qui existe mais qui a séché et qui est comblée. Avec des espèces exotiques qui sont développées partout. Donc l'intérêt en fait au niveau de ce site, du coup, c'est de réouvrir, de faire des clairières et du coup de réhabiliter en faisant des zones humides en fait. Et le département du coup a confié ses aménagements à l'opérateur de compensation environnementale Seine-et-Lignes Environnement. Alors, en septembre-octobre du coup prochain, il y a le défrichement, comme expliquait M. Papon. Vous avez dû voir, en fait, il y a des affiches qui ont été apposées sur les sites en fait, qui vont être défrichés. Donc, en fait, la carte que vous voyez, c'est dans le cadre de l'autorisation environnementale qui a été obtenue le 3 juillet. En fait, l'autorisation pour le défrichement s'élève à 2,52 hectares. Donc là, il n'y a pas l'ensemble de la zone, mais là, pour le moment, on va s'attacher à celle-ci, c'est la majeure partie. Donc c'est la partie qui est assurée. Donc c'est sur cette zone-là où, en fait, on a une autorisation de défrichement. Ce défrichement ne va pas être fait... non. Les habitations, elles sont ici. En fait, quand je disais... Donc ce défrichement sera réalisé en fait en respectant les cycles biologiques, notamment des chauves-souris, avec un protocole d'abattage spécifique pour les arbres à gîte potentiel et un suivi de chantier par un écologue référent. Et enfin, sur l'île de la dérivation, le département a opté en fait pour des moyens un peu spécifiques, donc un défrichage qui sera manuel, avec un débardage à l'aide de chevaux plutôt que par exemple engins mécaniques pour limiter les nuisances. Et en évacuation du bois. Tout ce dégagement d'emprise en fait est nécessaire pour réaliser le diagnostic archéologique. Donc pour mettre en évidence la présence ou l'absence de traces d'occupation humaine, et le diagnostic est confié au service archéologique de l'établissement public interdépartemental Yvelines et Hauts-de-Seine. Donc ça aura lieu à partir de septembre-novembre prochain. Bah si on y habite. Donc ça c'était les premiers travaux, et donc, sur le barreau on vous a remis une vue un petit peu plus technique pour vous remontrer donc, la création d'un giratoire sur la RD22. Là c'est le giratoire existant, vous avez le Leclerc là, qui est dans ce secteur-là pour vous repérer. Et sur cette voie-là, vous avez aussi un bassin de stockage des eaux pluviales, il y en a 4 en tout sur le projet, donc un bassin paysager de stockage. Du coup, pareil, tout à l'heure, on a une petite vue. Là, on est à 2 fois une voie, simplement, c'est vraiment juste une liaison. On a des bandes cyclables, des fossés pour récupérer les eaux pluviales. C'est de la poudre. C'est des bandes cyclables. Et les piétons, ils font comment? Ici, on n'est pas sur un aménagement piéton, on est vraiment hors agglomération. Et il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de bus, on fait comment? On voyage à qui? Il y a aussi les chemins de désenclavement qui sont de part et d'autre. Là, vous avez un chemin de désenclavement ici, un petit peu comme Pisfontaine qu'on a vu tout à l'heure sur notre photo. Et vous avez ici, vous voyez, c'est assez discret, le bassin de stockage, il est ici, donc il est paysager, planté, etc. Donc il s'intègre dans l'environnement, on le voit, il est à niveau, on le voit. Donc, comme on disait, 2 fois une voie dans le cyclable, nouvel itinéraire possible pour sortir de la ZD Céton. Et donc voilà, peut-être à terme une action possible sur le passage à niveau de Champy. Pour compléter et répondre à la question des piétons, on est hors agglomération. Hors agglomération, vous regardez les routes départementales des Yvelines, il n'y a pas de trottoir, hein, c'est très rare. Il y a une bande qui permet quand même de circuler. Oui, mais on ne fait pas, si vous voulez, c'est une question d'aménagement. On est hors agglomération sur une petite liaison, il n'y a pas d'aménagement piéton qui ont été spécifiquement prévus, d'autant plus, comme on vous
le disiez tout à l'heure, il y a derrière une voie de désenclavement agricole où les gens peuvent marcher en toute sécurité parce qu'ils ne passent pas des tas de tracteurs au même moment. C'est de la terre en hiver, ça marche pas bien. Et pour terminer cette présentation, on voulait juste donner quelques infos sur comment ça va se passer pour la circulation pendant les travaux. Comme je vous l'ai dit, les entreprises ne sont pas encore désignées, donc ça reste des grands principes. Donc voilà, on voulait déjà vous en informer. Quand on va faire les travaux du barreau, là, début 2024, vous l'avez vu, c'est une création de voies nouvelles, donc en fait, on va être hors circulation existante sur 90% du projet. Il n'y a que quand on va venir créer ce giratoire-là qu'on va être sous circulation de la RD22. Et donc on aura un alternat possible sur la RD22, le temps de faire le giratoire. C'est un peu trop tôt pour vous dire à quelle période, combien de temps. Et voilà, ce sera les communications ultérieures, on vous précisera tout ça. Quand on va faire toute cette voie nouvelle et le viaduc, pareil, on est majoritairement hors circulation, donc on ne va pas gêner la circulation quand on va faire les grandes parties. Mais juste ici, comme je vous l'ai dit, la voie va passer sous la RD55. Et c'est un accès de chantier aussi pour pouvoir faire le viaduc. Donc cette zone-là, elle va être assez contrainte. Et du coup, on ne pourra plus aller tout droit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre sur la RD55. On sera obligé de contourner comme ça la RD55. Donc ce petit barreau-là sera réalisé, même en provisoire. Il sera réalisé pour permettre la continuité du trafic tout le temps, en passant par des aménagements dégénéralisés, le temps de travailler ici. Pareil, la temporalité vous sera précisée ultérieurement, parce qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour aller dans le détail. Et enfin, quand on va travailler sur les RD existantes, que ce soit la 190 ou la RD30, on maintiendra évidemment la circulation pendant les travaux, puisqu'on élargit les emprises, ça nous permet d'avoir de la place. Donc voilà les grands principes aujourd'hui des travaux qu'on peut vous présenter. Je vais juste conclure sur les outils de communication qui sont mis à disposition. Au-delà de cette réunion publique qu'on peut avoir ce soir avec les questions-réponses qu'on aura ensuite, on a des panneaux d'information qui ont été posés. Donc vendredi dernier, il y a des panneaux qui ont été posés sur la 55, sur la 190. Donc ça, c'est une information très simple de communication. On a des infos travaux. Elles sont disponibles à l'entrée. Là, on a posé quelques-unes sur le petit guéridon à l'entrée. À chaque grande phase, à chaque grand changement, on les distribuera. On fera du pointage sur les riverains concernés. Donc celle-là va être distribuée sur les premiers riverains concernés sur Carrière, Triel. Dans la semaine, je pense, on aura ça qui sera boîté. Et à chaque fois qu'il y aura besoin, on reboîtera. Vous pouvez aller sur le site du département. Vous avez l'adresse ici, mais même depuis la page principale, on trouve assez facilement le lien. C'est une page où vous trouvez toutes les informations, toutes les délibérations, les dossiers réglementaires. Vous avez vraiment tout accessible. Elle est régulièrement mise à jour. Donc c'est un parfait complément à la réunion qu'on peut avoir ce soir. Et enfin, une adresse mail dédiée, rd30 rd190@ivine.fr. Allez rappeler sur les lettres info travaux. Vous pouvez envoyer toutes les questions, ça nous arrive directement. C'est une boîte mail partagée. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre sur les travaux. Voilà, on a fini pour la présentation. Oui, on va bien entendu répondre à toutes vos questions, mais ce que je souhaitais quand même préciser, c'est qu'on disait tout à l'heure, la déclaration d'utilité publique date de 2013, donc on répondra aux questions, mais l'utilité publique, le tracé, etc., c'est pas vraiment à l'ordre du jour. On vous apportera les éléments nécessaires, mais je dirais que c'est un projet qui maintenant est DUP, pour lequel on a eu toutes les autorisations réglementaires. La dernière, c'était, comme on le disait tout à l'heure, l'enquête publique environnementale. Donc on est prêt à vous répondre, mais on n'est plus dans une phase de, je dirais, amont de concertation sur le projet. On rentre dans la phase opérationnelle et c'est vraiment l'objet de cette réunion aujourd'hui. Merci beaucoup Corinne. Est-ce qu'il y a des micros pour permettre aux gens de poser des questions? Et on prend les mains dans l'ordre scolaire. Monsieur, si vous pouvez essayer d'être concis dans vos interventions parce que vous êtes nombreux, donc l'idée c'est qu'on puisse prendre un maximum de questions. Et si on peut répondre en live, allez-y monsieur. Oui, je voulais juste une précision, j'ai pas compris la nécessité de cet ouvrage au niveau du passage de la ligne T13. Alors en fait, ce qui se passe, c'est lié à ce que j'ai expliqué à un moment, peut-être un petit peu rapidement, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, dans Poissy, les circulations sont saturées, quasiment à longueur de journée.
on va dire. Je crois que mon ancien vice-président qui habite Poissy me disait les temps de parcours pour sortir de Poissy se sont nettement dégradés. Donc en fait, quand Île-de-France Mobilité a fait les études de circulation pour regarder comment ils avaient mené les travaux d'insertion du T13, prolongation du T13, les études de circulation ont montré qu'il fallait que le pont d'Achères soit réalisé pour qu'on puisse en fait, c'est pas nous qui sommes maîtres d'ouvrage, donc Île-de-France Mobilité puisse réaliser les travaux du T13 dans des conditions de circulation acceptables et derrière aussi l'exploitation du T13. En fait, c'est un effet induit, c'est-à-dire que le barreau du pont d'Achères, la nouvelle liaison, a quand même pour objectif de désengorger de façon significative le centre de Poissy. Et c'est ce qu'on a vu quand on a fait les études de trafic. Ce sont principalement des circulations du quotidien qui sortiront, je dirais, de la traversée de Poissy pour repasser sur le pont d'Achères. Voilà. Donc je dirais que c'est un effet induit. Il est nécessaire d'avoir ce pont d'Achères et cette liaison pour pouvoir en fait avoir le T13 dans de bonnes conditions de travaux et de circulation derrière. Est-ce qu'il y a un partage d'emprise ou Ah non, pas du tout. Non, c'est un effet, si vous voulez, d'effet de circulation. C'est le fait que, je dirais pour le dire simplement, c'est le fait que les voitures qui sont aujourd'hui dans le centre-ville de Poissy vont prendre la liaison pont d'Achères. Du coup, il y aura moins de circulation dans le centre-ville de Poissy, moins d'embouteillage. Et du coup, s'il y a moins d'embouteillage, la circulation du tramway sera d'autant plus optimisée. Aujourd'hui, vous connaissez la place de l'Europe, vous connaissez tout ce secteur-là. C'est un secteur où quand on traverse, on reste bloqué, ce que je disais tout à l'heure, à peu près une demi-heure. Donc voilà, donc l'idée c'est, avec le pont d'Achères... Ah non, c'est faux là. Oh la menteuse. Un petit peu de respect aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Respect pour nous aussi, s'il vous plaît. On respecte monsieur. Pas du tout. Bonsoir, merci pour toutes ces informations, mais la plupart des personnes présentes ici, je pense, connaissaient le sujet depuis bien longtemps, parce qu'on le suit en parallèle avec vous depuis très longtemps. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que je suis assez scandalisée par certains termes que vous employez. Dans la boucle, vous parlez d'amélioration du cadre de vie. Pour moi, ce n'est pas une amélioration du cadre de vie. Quels que soient les projets qu'il y ait dans cette boucle, des projets liés à l'environnement, des projets liés à la biodiversité, dès l'instant où on va y installer une 2x4 voies, pour moi, ce n'est pas une amélioration. Au contraire, c'est une destruction de la qualité de vie. Donc, je pense qu'on... Donc je pense que nous n'avons pas les mêmes définitions. C'est un petit peu dommage, parce que dans ce cadre-là, nous allons avoir des difficultés à nous entendre. D'autre part, vous avez mis l'accent sur le fait que le département avait mis beaucoup d'argent, je ne me souviens plus de la valeur en millions d'euros, pour enlever la mer des déchets. Mais peut-être aurait-il fallu éviter qu'elle s'y installe pendant des années. Tout le monde en a pâti de l'existence de cette mer des déchets. Les Carriérois, les habitants de Triel, d'Achères, etc. Randonnent à travers ces espaces-là, et je trouve que c'est bien dommage. Vous parlez du coût de 160 millions d'euros. Moi, je crois que lors de l'enquête publique, nous en étions à une valeur supérieure. Avec le commissaire enquêteur, nous avions évoqué une valeur de 200 millions d'euros. Donc ça, c'est juste un petit préambule. Je trouve que c'est dommage. Vous êtes en train de nous vendre un projet qui est censé améliorer notre vie. Si nous n'habitions pas sur place, on vous croirait. Mais malheureusement, nous habitons sur place.
Moi, j'ai connu le parc du Peuple de l'Herbe avant qu'il soit repris par le conseil départemental, par exemple. Hein. J'y faisais des balades à pied. Ce n'était pas une friche innommable. Hein. Il y avait une certaine végétation. Donc, ne détériorons pas verbalement ce qui existait avant en prétextant que vous allez nous amener le bonheur, parce que je crois que ce ne sera pas tout à fait ça. J'aimerais commencer par, après ce préambule... Si vous pouvez faire un petit peu court, parce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer. Non, laissez-la parler. Laissez-la parler. Comme vous l'avez rappelé, madame. Laissez-la parler. Vous avez parlé, vous fermez-la. Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu, monsieur. C'est regrettable que vous n'ayez pas entendu, mais c'est pas je dis juste. On vous a déjà entendu. Des interventions sur le site pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, voilà. Alors, je commencerai juste par un petit point. Pour justifier le besoin de ce projet, vous aviez donné en 2012, lors de la première enquête publique, les estimations de trafic sur plusieurs périodes. Par contre, dans l'étude d'impact toute récente de 2022... Désolé, madame, on ne vous entend pas. On ne vous entend absolument pas. Monsieur, si vous pouvez vous taire pour entendre madame, ce serait pas mal. Merci. Par contre, dans l'étude d'impact toute récente de 2022, vous avez mis à jour vos données avec les chiffres réels de comptage effectués en 2018. Ces comptages sont inférieurs de 40% à vos estimations de 2012. Vos arguments initiaux ne tiennent donc plus et cela avait été mis en évidence lors de nos discussions avec le commissaire enquêteur. D'autre part, vous vous êtes bien gardé d'actualiser les études de trafic en 2022, car suite à la crise sanitaire Covid, une grande partie des acteurs professionnels étant en télétravail et le covoiturage s'étant intensifié, cette différence de 40% aurait encore été bien supérieure. Cette diminution de trafic montre qu'une voie routière à 2 fois 2 voies n'est pas nécessaire à travers notre territoire. Il ne vous suffit pas d'affirmer quelque chose pour avoir raison, surtout lorsque les chiffres prouvent le contraire. Donc je n'ai toujours pas compris ce qui justifiait ce projet. Bien. Je vais vous répondre à qu'on s'écoute des deux côtés. Ce que vous venez de dire est vrai, c'est pas parce que vous affirmez des choses qu'elles sont vraies, hein, je vous envoie les compliments. Sur ce qui est de la qualité de vie, Mme Sénéque l'a redit, la réalité c'est qu'aujourd'hui tous les flux convergent vers Poissy. Alors allez demander aux habitants de Poissy ce qu'ils pensent de la qualité de leur vie tous les jours. Je crois que sont bien handicapés qui ne partagent pas votre point de vue. Je suis navré de dire qu'à un moment, ce projet, moi je le regarde à l'aune de l'intérêt général, je pense qu'il a son utilité. Bien évidemment, pris localement, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne le trouvent pas très sympathique, notamment ceux qui habiteront à proximité du viaduc, ça j'ai compris, je ne cherche pas à convaincre les gens qui sont à proximité des piles de pont. Mais l'intérêt général, c'est de réduire au maximum les nuisances. Je ne connais aucun projet d'infrastructure qui soit routier ou ferroviaire qui ne se heurte pas à un moment à des sujets individuels. Ça fait partie, voilà, c'est ça la logique de l'intérêt général. Voilà. Après, sur les mises à jour des comptages de l'Essegorine, en redire deux mots. Non, mais sur les trafics, il y a toujours eu cette incompréhension. On avait à l'époque fait des mesures de trafic de la situation actuelle dans le dossier DUP et un prévisionnel avec ou sans la déviation. Aujourd'hui, à l'époque de la DUP, en fait, on avait aussi considéré, parce qu'on n'avait pas la vision, que l'ensemble des projets d'urbanisation allaient être réalisés. Aujourd'hui, il y a une partie de ces projets qui va se faire, mais qui a été décalée dans le temps, comme beaucoup de projets. Mais il n'y a pas de baisse de 40% du trafic entre nos prévisions de l'époque et nos prévisions actuelles. Il y a une confusion entre les mesures de trafic et les prévisionnels qui intègrent l'ensemble des développements qui sont prévus dans ce secteur. Revérifier sur l'enquête publique, on en a largement discuté avec le commissaire enquêteur et on n'a pas sorti ces 40% de nos chapeaux. Il suffit de se replonger dans les tableaux. Je ne sais pas, mais le commissaire enquêteur ne les a pas mis en évidence non plus. Sur l'enquête publique, je pense que vous parlez de la dernière enquête, le commissaire enquêteur a fait aucune réserve à ce projet, donc on peut quand même considérer que
bon, comme le dit Richard Delpierre, il y a toujours des difficultés par rapport au livret A qu'on peut comprendre, mais on a fait tout ce qu'il fallait faire et de notre mieux pour intégrer ce projet dans l'environnement. Il n'y a pas de réserve, donc ça veut quand même dire que ce projet a pris en compte tous les aspects que nous pouvions prendre en compte. Après, oui, voilà, il y a des gens qui habitent à côté du viaduc, je le comprends, hein. Mais, et on a eu 8 recommandations auxquelles on a répondu, et vous avez les réponses à ces recommandations sur le site internet des Yvelines. On pourra en reparler si vous avez des questions par rapport à ça. Monsieur, une petite question. Non, on vous entendre. Bonjour, monsieur. Une petite question qui vous est directement. Vous disiez tout à l'heure que justement c'était pour emmener les gens vers les transports. Je me permets de vous demander, vous les prenez les transports? Ça fait 30 ans que je travaille pour une petite entreprise qui fait rouler des trains en France, donc je pense assez fréquemment les transports en commun. Du coup, vous connaissez un petit peu l'état des transports dans cette région? Je la connais plutôt pas mal, ça fait 25 ans que j'y travaille. Voilà. Donc vous savez que si tout le monde peut prendre sa voiture, personne ne va prendre les transports. Vous êtes honnête là-dessus ou pas? J'ai pas compris. Si vous facilitez les gens pour qu'ils puissent prendre leur voiture, vu l'état des transports. Qu'ils puissent prendre les transports en commun. Oui, mais vu l'état des transports en commun, si vous facilitez le fait qu'ils conduisent, que vont faire les gens? Moi, personnellement, je prends les transports, j'en peux plus. Si vous me facilitez la possibilité de prendre ma voiture, qu'est-ce que je vais faire? Moi, quand je prends la voiture, j'en peux plus, vous voyez. Donc, je fais le matin, les transports en commun circulent difficilement, et les voitures circulent très difficilement. Le système de transport en Ile-de-France, il est saturé. Alors, soit on fait rien, soit on investit, ce que fait le département, ça a été dit, massivement, alors c'est pas participatif, 550 millions d'euros, hein, c'est vos impôts. Mais mettez-les dans les transports. Mais on les met, c'est ça, c'est 550 millions d'euros, on les met dans les transports. Et Eole qui va arriver à Mantes, le T13 qui se développe, c'est les transports en commun, je parle. Voilà. Et ensuite, on en fait en mettant dans les infrastructures de transport pour permettre, parce qu'il y a aussi des gens qui sont sur des origines destination où il n'y a pas d'offre de transport en commun, et dans les Yvelines, on a un département, il y a une partie qui est rurale, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'auront jamais accès à une offre de transport en commun performante, et puis il se trouve qu'il y a des gens qui sont à proximité d'axes, où demain, l'arrivée d'Eole va permettre à des gens de renoncer à l'utilisation de la voiture, ou bien de faire le choix de partir de chez eux et d'aller se garer près du gare et prendre le train. Ce que font beaucoup de gens, et ce qu'à titre personnel, j'ai fait pendant 30 ans en allant travailler sur Paris. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, les trains roulent pas tous les jours à l'heure qu'on en souhaiterait. Et les bus? Et les bus aussi, mais on en parle aussi, Madame Séniquette l'a redit, et ça va être le cas sur la RD 190. On essaie de développer les infrastructures routières qui permettent de protéger en toute partie. Mais pourquoi vous ne commencez pas par développer ce qui nous sert? Mais ça fait partie intégrante du projet, monsieur, sur la bus sur la RD 190, ça fait partie du projet. Voilà. Les bus, la voie, je sais que vous êtes capable de la faire. Moi, je parle des bus. La voie, et pour les bus, monsieur. Les bus, aujourd'hui, le constat, il est accablant. Enfin, je redis, une manière d'améliorer les temps de transport de bus, ce sera d'avoir des voies dédiées. Voilà. Bon. Et d'autre part, vous disiez qu'il n'y avait pas de maison sous le viaduc. On a vu une photo qui était... Il y a des maisons à proximité du viaduc. Sur les mots, il y a des gens qui sont très proches du viaduc, bien évidemment. Est-ce qu'à un moment, ça a été dit. Ça sert à rien qu'on parle tous les deux, on ne s'entendra pas. Pour illustrer, pouvez-vous remettre la photo? On va la remettre tout à l'heure. On est bien d'accord que le tracé, monsieur, le tracé du viaduc passe très en proximité de certaines maisons, bien sûr. Vous avez encore 500 mètres, vous pouvez faire passer votre compte, vous la passez au-dessus de 2 maisons, vous la passez juste au-dessus. Moi je demande pourquoi. Et à la place de la pub pour M. Bélier, vous pourriez nous passer les documents dont vous parlez? On va prendre les questions, monsieur. C'est fait, je crois que Bonsoir. Moi, je voudrais lever une tromperie dans la présentation. J'ai vu sur la premier écran que c'est une liaison RD 90 et RD 190. Moi, je trouve que c'est plutôt une liaison A15 à 104 vers la A13. Donc, vous avez parlé... Vous avez présenté votre projet, comme quoi c'était un projet pour la circulation locale, permettre aux Acherois, aux Pissiaquais, tous les riverains de circuler mieux. Moi, je pense que c'est surtout un projet qui va aussi servir à permettre aux gens de la région nord ou du nord de la région parisienne d'aller plus facilement vers la 13, la Normandie, ou plus sur Versailles et de prendre la 10 ou la 11. Donc, je voudrais savoir, donc, il manque un thème dans notre projet, comment aller limiter la circulation et empêcher la circulation interrégionale ou nationale
sur la route qui passe ici, tout près de la ville d'Achères. Donc il manque ce projet-là, je crois que vous pouvez mettre on n'empêche nulle part le trafic de transit, ça n'existe pas. Parce que vous décrivez les gens qui viennent du nord et qui vont vers l'ouest, aujourd'hui ils transitent soit par le périphérique, soit par les... Alors présentez ce projet comme étant un bouclage de la A104. Je vais donner la parole à Mme Sénicat et il faut refaire rapidement la genèse de la différence entre ce projet et celui qui n'est jamais né pour l'instant de l'A104. Non mais ça c'est l'éternel sujet, je vais revenir sur les différents points. Hein. Ok, c'est une 2 fois 2 voies, mais on a d'autres 2 fois 2 voies dans le département des Yvelines qui sont... Et pas une 2 fois 4 voies, hein, d'ailleurs, c'est vrai. Donc on a d'autres 2 fois 2 voies dans les Yvelines, hein, c'est pour faire passer un certain flux de circulation. Là c'est une réseau routière avec des échanges à 2 fois 2 voies, mais pour vous dire que c'est pas la 104, on a une capacité 2 fois moins que serait celle d'une autoroute, déjà. Donc première chose. Deuxième chose, c'est une route sur laquelle, comme vous l'avez vu dans les présentations qui ont été faites et dans tous les dossiers que vous avez pu voir, où il y a des giratoires, donc il y a des intersections, donc voilà, c'est une route qui n'a pas du tout la configuration d'une autoroute, et en plus on vous a rappelé, parce que depuis qu'on travaille sur ce projet, on a essayé d'apporter un maximum d'amélioration et de répondre au maximum aux attentes, on aura une limitation de vitesse à 70 km/h sur la nouvelle liaison. Voilà, donc c'est une 2 fois 2 voies, comme on en a d'autres dans les Yvelines, mais cette liaison ne peut pas se substituer au bouclage d'A104 qui se fera ou qui se fera jamais, ça j'en sais rien. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans les caractéristiques d'une route départementale, même si elle a 2 fois 2 voies, c'est comme le Pontriel, lui qui a 2 fois 2 voies, ou d'autres routes. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on construise encore des routes en imaginant, en espérant que ça va désenclaver tel endroit ou désengorger telle route. Ça fait des décennies qu'on constate dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes agglomérations, plus on construit de routes, plus on crée de la circulation. On a construit le périphérique en espérant faciliter la circulation à Paris, on sait ce qu'il en est. On a construit la A86 en espérant désengorger le périphérique, on sait ce qu'il en est. C'est pareil pour la A104, on espérait que ça allait désengorger la A86, puis le périphérique, on sait ce qu'il en est aussi. On a construit la A15 qui est payante en pensant que ça allait désengorger la A13. On sait ce qu'il en est, et moi je vous promets que lorsque le pont sera construit, ce que je ne souhaite pas, le pont de Poissy sera tout autant engorgé. Donc c'est 200 millions pour vivre. Le viaduc de Gennevilliers qui a été doublé, saturé. Alors, bonjour. Je vous remercie de tenir cette réunion qui est forcément pas très simple, c'est normal. Moi j'aimerais savoir quelle est l'augmentation du trafic que vous allez voir sur cette route-là. Sur combien de véhicules jour comptez-vous, s'il vous plaît? Je vais vous poser tout de suite plusieurs questions. Je vais vous demander aussi si vous avez calculé ce que j'imagine l'impact du bilan carbone, qu'est-ce que ça va... Quel est l'impact supplémentaire sur le bilan carbone? Je sais que vous compensez 27 hectares, mais quelle est la quantité totale de l'artificialisation de ce projet, enfin liée à ce projet? Ça me paraît important qu'on puisse le savoir. Et on avait depuis longtemps une question qu'on a posée et reposée à plusieurs reprises. On sait que si on peut arriver à développer les transports en commun, on a quand même moins besoin de véhicules, hein, donc ça tout le monde le sait. On ne sent pas que sur ce projet il y a une influence forte là-dessus, mais pourquoi on n'a pas des bus qui vont de Poissy jusqu'à Triel, jusqu'à au moins l'échangeur avec le nouveau pont de Triel? On pourrait imaginer qu'il y ait un parking de transfert à cet endroit-là qui permette à des gens de poser leur véhicule et de ensuite aller soit vers Verneuil, soit vers Poissy. Et ça, ce serait quand même quelque chose qui permettrait de limiter le trafic. Et effectivement, aujourd'hui, le projet que vous nous présentez est un projet qui va amener plus de véhicules, certainement, il n'y a aucun doute là-dessus, ça s'est toujours avéré. Et ces véhicules vont arriver vers Triel, après avoir
pas mal escaladé toute cette plaine, et vont revenir ensuite les véhicules vont revenir ensuite vers Poissy, et à Poissy, on a toujours le même boulot d'étranglement. Donc on fait quoi? Ça sert à quoi? On va détruire sur la requalification de la route qui va de Triel à Poissy, on va détruire des rangées d'arbres. Nous, on n'a pas tout compris, c'est pour ça qu'il y a une opposition sur ce projet, c'est pas contre vous, évidemment, hein. Mais il y a un vrai souci là-dessus. Et voilà, et le T13, à la limite, pourquoi il n'irait pas jusqu'à Triel et même au-delà, en traversant? Donc voilà, ces questions, j'aimerais bien avoir quelques réponses là-dessus, hein, sur les impacts, les hectares, etc. Merci. Je ne les ai pas toutes notées, mais mes collègues vont me les rappeler. Concernant les impacts, on a dit en gros que les emprises du projet, c'est à peu près 27 hectares. Ce n'est pas 27 hectares d'artificialisation, hein, puisque dans nos emprises de projet, il y a les talus, il y a les bassins, enfin, voilà. Donc on a une partie, bien entendu, tout ce qui est routier sera revêtu, mais tout n'est pas artificialisé. On a à peu près 27 hectares d'emprise totale pour la réalisation du projet, et on compense à peu près 27 hectares. Donc je dirais on est quasiment de mètre à mètre. Ça c'est le premier point. Concernant les trafics, ça répond aussi à nouveau à la question de monsieur tout à l'heure. Hein, je dis c'est pas une autoroute. Sur le pont, sur le projet de liaison, on aura à peu près, donc nos trafics prévisionnels, c'est 30 000 véhicules jour. Donc je ne vais pas nier, parce que je sais que chaque nouvelle infrastructure crée toujours une attractivité sur ce nouveau réseau, ça c'est évident, mais d'un autre côté, elle va aussi, ça c'est ce qu'ont montré les études de circulation, désengorger le centre de Poissy, parce qu'aujourd'hui, quand les gens passent dans le centre de Poissy, c'est qu'ils ne peuvent pas passer ailleurs, c'est pas non plus, tout le monde n'a pas besoin de traverser Poissy. Donc ça permettra quand même toute une série de connexions qui éviteront le centre et la traversée de Poissy. Après, Impact carbone. Donc, sur l'impact carbone, on a travaillé avec notre maître d'œuvre pour faire le bilan carbone de l'opération. Donc c'est un chiffre qu'on a donné lors des réponses au commissaire enquêteur. C'est aux alentours de, j'ai plus le chiffre exact, c'est dans les 90 000 près dans ces eaux-là. On va vous retrouver le chiffre exact. Environ 90 000 tonnes équivalent CO2. C'est le chiffre. Sachant qu'on travaille en fait pour le réduire. Comment on va travailler pour le réduire? Il y a toute une volet conception déjà qui a permis de le réduire. Ce chiffre-là, c'est peut-être même pas le chiffre optimisé parce qu'on a fait des petites améliorations depuis encore qui vont permettre de le baisser un petit peu. Et on va surtout essayer de faire travailler les entreprises avec lesquelles à qui on va donner les travaux. On va les inciter à baisser leur bilan carbone. On va leur dire déjà, nous on a calculé, c'est 90 000 tonnes équivalent CO2, vous n'avez pas le droit de faire plus. Vous pouvez faire que moins, proposez-vous des choses pour faire moins, et vous aurez des bonus. Alors, on est à 93 472 tonnes équivalent. Il y a la construction, l'exploitation, la démolition, parce qu'on est obligé de réfléchir sur la durée de vie globale de l'objet. Construction, exploitation, destruction, 93 000. Alors je crois que, je ne sais plus si c'est 50 ou 100 ans, je ne sais plus quelle est la norme, c'est 50 ans. Ouais. Et la compensation de la végétation détruite, qui donc capte le carbone, comme tout le monde le sait actuellement, cette compensation, elle est faite comment? Alors, comme on disait, on avait un défrichement, donc on a 27 hectares de compensation, donc ça sera les espaces verts, c'est 27 hectares. On aura également toutes les parties, comme on l'a dit, c'est pas que de la surface artificialisée, on va recréer aussi des espaces verts. Sur les espaces défrichés qu'on a vus tout à l'heure, on va utiliser ce qui est nécessaire pour le pont, mais on en prend un petit peu plus pour les accès chantiers. Tout ce dont on n'aura pas eu besoin pour le projet, on le revégétalisera à la fin des travaux aussi, également. Et puis dans le cas du défrichement, on verse au fond de... Alors le terme exact, je ne sais plus lequel, mais le fonds de compensation des forêts, on verse un montant pour compenser des arbres qui seront replantés ailleurs. Ça. On fait un chèque au Soft-Story, quoi. C'est bien cela? Voilà, fonds stratégique. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais. Non, on vous explique... C'est plusieurs fois qu'on vous explique en fait... Oh là là, mais on est bête, madame. Il faut nous excuser.
Non, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous explique. Je suis désolé, c'est parce que je suis bête. Je ne comprends pas. Oui, merci monsieur pour la leçon. Merci beaucoup. On vous rappelle, le projet c'est 25 hectares d'emprise qui ne seront pas toutes artificialisés et on compense 27 hectares sur les 3 sites qui vous ont été présentés tout à l'heure. Les sites de compensation, ils vont être aménagés à vocation environnementale, développement de la biodiversité, suppression des plantes invasives, il y avait le petit rue avec une renaturation. Donc ce sont des aménagements qui vont être réalisés par Seine-Yvelines Environnement, qui est notre opérateur. Et sur ces 27 hectares, bien entendu, la vocation, c'est une vocation de biodiversité, une vocation écologique. Destruction de la nature. Au bout de combien de temps il y aura une compensation au niveau du carbone des émissions? Parce que la végétalisation, il faut le temps que ça pousse. Des arbres de 30 ans. Passer 30 ans. Soit opérationnel au niveau de l'émission de carbone. Donc, je voudrais savoir si vous avez envisagé de combien de temps cette végétalisation permettra la compensation réelle. Parce que pendant des années, ça ne change pas. Oui. Ah, c'est important, monsieur. Important. Je ne vais pas vous cacher que construire un viaduc, ça consomme du carbone. On fait une route, automatiquement, il y a une consommation. C'est pour ça qu'il n'en faut pas. On peut dire certaines volontés sur l'efficacité de la compensation environnementale. Juste à un moment, c'est du temps long, on va compter 27 hectares de végétation. D'abord, dès le départ, il va y avoir des feuilles. Oui, est-ce que je peux parler non, mais est-ce que je peux parler sur ce bouquet? Juste, monsieur, à un moment, on va planter des arbres, ça va commencer à faire rapidement, et à terme, pendant les 27 hectares sont à terme. L'un des sujets, c'est le transfert modal. C'est la capacité que vous aurez vous demain à laisser votre deuxième, votre première voiture, etc. pour prendre les transports demain. C'est ça, le vrai bilan carbone. Voilà. Et donc, à un moment, tout ce qui va faciliter l'accès au transport en commun, et je le redis, il se trouve que sur ce territoire, il y a 2 très gros projets qui arrivent à Poissy. Donc, la question de l'accès au transport en commun sur la ville de Poissy est essentielle. Tous ceux qui s'intéressent un peu en vrai à la décarbonation, parce que c'est bien de faire du bruit, etc. Mais à un moment, juste le temps long, désolé. La réalité, c'est la bascule et c'est le fait de renoncer à notre 3e puis 2e voiture et à se contenter d'une voiture par ménage et à basculer sur le transport en commun. Voilà, c'est ça, c'est ce sur quoi on travaille. Voilà. Donc, je donne mon sentiment sur cette question, mais on peut en parler. Madame, non, monsieur est un micro, pardon, excusez-moi. Merci de votre patience. Déjà, merci pour cette réunion publique. C'est dommage qu'elle intervienne fin août. Il y a eu une enquête publique environnementale qui a commencé en décembre 2022, qui s'est terminée en janvier 2023. Le commissaire enquêteur a demandé au département une réunion publique pour la bonne information des habitants du territoire. Les associations et les citoyens l'entendaient aussi. Il y a eu une fin de non-recevoir du département. Une fois que maintenant l'enquête publique est réalisée, qu'il y a eu le rapport du commissaire enquêteur, l'arrêté, là vous faites une réunion publique à HR. Bon, dont acte, mais c'est quand même curieux en termes de planning. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce que j'ai entendu beaucoup de fausseté quand j'entends congestion du pont de Poissy, je pense que vous ne le prenez pas. Aux heures de pointe, quand nous on le prend, oui, il y a parfois un petit peu d'attente, on va mettre 5 minutes, on va attendre 2 fois le feu avant de pouvoir démarrer. Il n'y a pas de congestion, donc ça c'est faux. Ensuite, si vous nous dites que les 200 millions d'euros servent aux Pissiaquais, dont acte, bravo pour les Pissiaquais, ils sont favorisés par rapport aux Achérois, par rapport aux Carriérois, par rapport à Andrézy, par rapport à Conflans, par rapport à Évry. Parce que quand vous allez créer le lien qui manque, c'est le lien qui manque actuellement entre le pont de Triel que vous avez construit en 2 fois 2 voies. On a une RN nationale 184 qui vient de la 15, qui est en 2 fois 2 voies. Quand vous aurez fait le dernier barreau qui vous manque, oui, là, il y aura vraiment le trajet entre la 15 et la 13. Tout à l'heure, vous voyez aussi, tout à l'heure, on voyait vos insertions magnifiques. Il y a 1 voiture, parfois 2 voitures, 0 maison. On voit des bureaux anti-bruit, alors anti-bruit de quoi, puisque derrière vous ne représentez pas les maisons. Et moi je vous rappelle que dans votre étude EGIS,
de 2012, c'est 40 000 véhicules par jour qui passent par là. Pourquoi, dans vos présentations, on ne voit pas cette montagne de voitures, ce flot de voitures de 40 000 véhicules par jour? Ensuite, vous faites une erreur. L'étude EGIS de 2012 que vous avez mandatée montre que 10 ans après la réalisation de cette 2 fois 2 voies, pardon, je fais la même erreur, le pont de Poissy se met à être encore plus chargé qu'avant, et Poissy est encore plus chargé qu'avant. Des voies qui étaient simplement en orange sont représentées en rouge dans l'étude EGIS. Donc ça, je trouve quand même c'est assez fallacieux de faire cette présentation-là. Maintenant, je vais en revenir à ma question, qui est la suite de madame et de vos réponses. Vous nous avez parlé d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, et dans le cadre de la création de la 2 voies, mais qu'en est-il dans le cadre de l'exploitation? Donc moi j'ai bien regardé en fait en janvier l'étude d'impact que vous avez mis pour l'enquête publique, et dans le cadre de l'enquête publique, il y avait une demande des services de l'État qui demandait de justifier comment le projet permettait de contribuer à l'objectif de neutralité carbone que la France s'est fixé à l'horizon 2050. Et ça, c'est conformément à l'article L100-4 du Code de l'énergie. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu comme, dans les chiffres que le département a fournis? Qu'en fait, faire le projet, la 2 fois 2 voies, va émettre 14% de plus de gaz à effet de serre. Alors, je voudrais bien comment comprendre des collectivités locales, un préfet qui est la continuité quand même, qui est le bras, la continuité de l'État, peut être en incohérence avec le Code de l'énergie, ne pas suivre ce que demandent les services de l'État via la MRAE, la brigade, d'être en neutralité carbone. Ensuite, sur cette même page où il y avait les chiffres, où on voyait qu'il y avait 14% de plus de gaz à effet de serre avec ce projet par rapport à une situation sans projet, le département, vous osez conclure, ce projet est bénéfique pour lutter contre le dérèglement climatique car il émettra moins de gaz à effet de serre que sans projet. Complètement contraire aux chiffres que vous fournissez. Soit c'est intentionnel, soit les rédacteurs ne comprennent pas des chiffres qu'ils écrivent eux-mêmes dans cette étude. Je n'ai pas tout compris avec une démonstration mais de 2 choses l'une. Ou bien il n'y a pas d'engorgement sur le pont de Poissy, ce que vous avez semble-t-il dit au début de votre intervention, auquel cas il n'y a pas de risque de devoir virer au rouge dans les 10 ans qui viennent. Ou bien, entre le début de votre démonstration et la fin de votre intervention, il y a une petite incohérence de raisonnement. Je reviens juste là-dessus, mais je ne m'en pas intervenir. Mais j'ai pas de soit ça ne bouchonne pas aujourd'hui et ça ne bouchonnera pas demain, soit ça bouchonne un peu aujourd'hui, ce qui semble être les informations qui nous reviennent, et ça donne du sens à l'ouvrage qu'on va mettre en place, et on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais je dis à aucun moment, on ne peut pas dire que ça ne bouchonne pas le matin et que je ne connais pas la situation en Poissy, et à la fin, monsieur, je termine, monsieur, d'expliquer que ça va être terrible, que ça va bouchonner, et que la construction du pont d'Achères ne réglera rien à l'embolie du pont de Poissy. À un moment, en termes de raisonnement intellectuel, je vous avoue que j'ai un peu de mal à vous suivre. Alors, après, je termine, je vous donne la parole. On ne va pas revenir sur toutes les enquêtes. Il se trouve que, après, je redis, 40 ans d'instruction, le projet a franchi énormément d'étapes. Donc, à un moment, l'État, les services qu'on contrôle, parce qu'on est contrôlé, ont validé un certain nombre de choses. Donc, peut-être qu'ils se sont tous trompés, peut-être qu'ils ne sont pas compétents, j'en sais rien. Moi, je fais confiance aux fonctionnaires et aux serviteurs de l'État qui nous contrôlent de manière très rigoureuse. Je vous assure qu'il n'y a aucune complaisance, mais on avance lentement, on avance. Je rappelle également que la région nous accompagne. Voilà, c'est pas une lubie du département. À un moment, c'est un projet d'utilité publique depuis maintenant plus de 10 ans et qui a franchi toutes les étapes, y compris les nombreux recours. Et on est en démocratie, etc. Mais à un moment, il faut accepter, sinon on ne fait plus rien. Je vous rappelle aussi, toutes et tous, que quand vous vous déplacez ailleurs sur le territoire, vous posez beaucoup moins de questions sur la qualité des infrastructures quand il faut partir en vacances et traverser d'autres départements. Là, à un moment, il faut aussi accepter d'avoir des infrastructures de transit sur notre territoire et des infrastructures qui améliorent l'accès au transport public. Voilà, c'est juste la réalité. Merci, monsieur le professeur. Excusez-moi, on peut être d'accord avec moi. Vu le fond
de votre réponse. Je pense que vous étiez un peu piqué par ce que j'ai pu dire. J'ai été piqué par le je reviens, puisque monsieur, il n'y a pas de demain. Donc, si vous voulez bien que vous faites une confusion, puisque vous êtes en train de dire que quand je dis qu'actuellement, il n'y a pas de congestion aussi importante que vous le dites, vous faites une confusion avec la suite. La suite, c'est quand vous aurez fait ce barreau, vous aurez 40 000 véhicules. Actuellement, on ne les a pas, les 40 000 véhicules par jour. Hein. Et ils ne viennent pas de la 15 pour aller jusqu'à la 13 et réciproquement. Donc oui, actuellement, dans l'état actuel du réseau, et monsieur, avez-vous lu l'étude des GIS? 90 pages que le département a fournies en 2012, donc je vous le redis, l'état actuel, il n'y a pas de congestion, au-delà d'attendre 2 feux, 3 feux, voilà, ça me paraît assez raisonnable. Par contre, dans cette étude, quand vous construisez cette nouvelle route, le trafic induit plus le trafic venant des 2 autoroutes, les 40 000 véhicules, parce que là c'est vous, le politique qui a parlé, mais j'aimerais bien en fait entendre les services me répondre. Il y a bien les... Alors services, mais vous m'avez demandé de ne pas m'interrompre, alors ne m'interrompez pas. Donc les 40 000 véhicules par jour, et la démocratie elle est où? On est en démocratie ou pas? Quand vous m'avez dit vous laissez parler, vous avez laissé parler. Laissez parler tout le monde, pas que vous. Oui. Mais nous, on veut bien le laisser parler. Quand vous faites une erreur, j'aimerais bien vous reprendre. Et je vous laisse. Donc j'aimerais bien que les services du département, à ce moment-là, infirment ce qu'ils mettent dans leur étude. Il y a bien, avec cette nouvelle 2x2 voies, 40 000 véhicules par jour qui vont passer le long d'Achères, et monsieur le maire Marc Honoré devrait s'en émouvoir, 40 000 véhicules par jour devant les bâtiments, devant les maisons d'Achères. La plupart sont à 20 mètres, parce que arrêtons de parler du viaduc, hein. Le Achères et les Carguerois et Andrézy qui va subir la pollution, ce n'est pas des gens qui sont à négliger. Donc oui, je redis, l'aspect trafic est fallacieux, je rejoins tout à fait Madame Paravi sur ce sujet. J'en reviens maintenant au point essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Expliquez-moi, ce projet, vous avez fourni les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre 2032 en termes d'estimation, 104 tonnes équivalent d'émissions de CO2. Sans le projet, vous écrivez 90, la différence est de 14. Expliquez-moi comment vous respectez les directives d'être en neutralité carbone. Et je demande au service du département de répondre, et non pas d'avoir un avis politique qui n'a pas lu les services vous répondre, monsieur, vous avez l'adresse et vous écrivez, et les services vous répondront. Oh bien, on n'aura pas de réponse, je te donne le micro. S'il vous plaît, est-ce que je peux entendre la question, madame? Allez-y, madame. Je fais juste une petite parenthèse. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte du compte que vous employez quand vous parlez? Juste, j'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, d'accord? Voilà. Mais écoutez, je prends compte à cette réunion d'information. Écoutez-vous aussi quand vous vous adressez à vous. Voilà. Monsieur. Donc les services n'ont pas de réponse. Est-ce que les services vous répondent? Monsieur, on a donné des adresses, vous écrivez votre question et vous avez la réponse. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Question-réponse, on peut, sinon vous avez la réponse par écrit. C'est pas la peine de fouiller. Vous avez la dernière page, tous les éléments. Monsieur. Est-ce qu'on peut passer le micro à monsieur, s'il vous plaît? Attendez, monsieur avait levé la main, s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi. C'est une question de budget. Je ne veux pas couper les cours à les discussions actuelles, mais je suis nouveau moi, dans la région. Je viens d'arriver il y a un an. Je vais chercher la verdure. J'ai lu aussi les rapports. J'ai plutôt vu 200 millions que 160. Et donc j'ai également lu que vous aviez un déficit de 120 millions d'euros lié à des pertes immobilières, comme la plupart des régions de la France. Il y a également 400 millions d'euros de pertes prévues sur les mêmes sujets dans les 3 ans qui viennent, cette année, l'année prochaine, l'année suivante. Donc on est dans une situation où il y a des pertes
c'est pas votre faute, hein, c'est comme ça, la situation est comme ça. Donc on a 600 millions de pertes, 620, 650 millions d'euros de pertes qui sont prévus, voilà. On a tout un tas de projets. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire qu'il y a des projets en trop, lesquels? Est-ce que celui-ci n'en est pas un, si la circulation diminue et que, voilà, est-ce que c'est pas un projet qui pourrait être... Comment vous allez résoudre ça sans impacter le portefeuille, parce qu'on est déjà lourdement impacté. Il y a eu une augmentation, m'a-t-on dit, de 40%, je n'étais pas encore arrivé, sur la taxe foncière. J'espère qu'on ne va pas vivre ce genre d'augmentation pour financer 200 millions d'euros pour économiser 5 minutes au feu rouge. Ce serait malvenu, je pense. La question, c'est quel impact sur nos finances personnelles, quoi. Il y a un problème. Il n'y a pas d'impact sur les finances personnelles, c'est le budget du département qui gère ça. C'est un projet, je le redis, qui est porté depuis près de 40 ans. La réponse est que tous les 6 ans, il y a des élections avec des candidats qui présentent des programmes. Il se trouve que ce projet il est porté régulièrement depuis près de 40 ans. Voilà, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. À un moment, l'équipe est en place, elle a été élue, assez largement, je crois. Et ce projet, Suzanne, si tu veux compléter, je t'en redonne la parole. Voilà, c'est aussi la démocratie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, à un moment on est là parce qu'à un moment il y a des électeurs qui ont choisi. Oui, merci. Non, moi je voudrais quand même. Les mots ont un sens, monsieur. Il ne s'agit pas de 120 millions de déficit, il s'agit de 120 millions de moins de recettes, ce qui n'a rien à voir. Effectivement, estimer cette année à 120 millions, peut-être l'année prochaine, non, à 125, peut-être à 125, à 130. Personne ne peut le dire, puisque c'est ce qu'on touche sur les transactions immobilières, donc personne aujourd'hui ne peut le juger. Mais pour cette année, c'est estimé à 120 millions, et pas du tout en déficit. Encore une fois, il faut que les mots aient un sens. Voilà. Et puis moi, je voudrais revenir quand même sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Parce que Madame Séniquette a beaucoup insisté sur le fait qu'on allait rejoindre des transports en commun. Et vous savez, moi je suis première vice-présidente de la communauté urbaine. Donc on est à la fois rive droite et rive gauche. Et Éole, c'est la rive gauche. Et tout le monde attend Éole avec une grande impatience. Et on voudrait bien qu'il y ait la même chose rive droite. Il y a la fameuse ligne J, qui est loin d'être aussi performante que ce que sera effectivement Éole. Et donc, qu'on imagine que les habitants de la rive droite aient envie de gagner la rive gauche pour pouvoir utiliser Éole, et pour cela, pouvoir utiliser le tram de 13 quand il arrivera jusqu'à la gare d'Achères, pour moi, ça a beaucoup de sens. Le pont, il faut le voir comme un lien aussi entre les deux rives. Vous savez, je parle souvent de l'utilisation aussi qu'on pourra faire de tous nos équipements sportifs, qui sont nombreux à Andrézy, beaucoup plus qu'à Achères, enfin, en tout cas, qui sont extrêmement nombreux. Non mais voilà, je crois qu'il faut, comment dire, essayer de dédramatiser le fait qu'on va utiliser de la voirie nouvelle. Le pont, c'est pour moi, d'abord et avant tout, un lien entre les deux rives de Seine, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est une grosse demande. Pourquoi je parle de GPSO? Parce que GPSO, c'est 50 km le long de la Seine. Et la Seine, c'est notre colonne vertébrale. Et c'est notre colonne vertébrale, mais malheureusement, par moment, il faut la traverser, cette colonne vertébrale. Et si on n'a pas de pont, eh ben, je suis désolée, mais on ne peut pas la traverser. Ah bah si, on l'avait bien. Alors, on va prendre encore 4 questions si vous voulez bien, parce qu'il est 20h15 après, il faut qu'on se libère les uns les autres. Monsieur, si vous voulez. Oui, bonsoir, je suis Anthony Froid, je suis le président de l'association Rive de Seine Nature Environnement. J'ai une première question. Le CNPN, le Conseil national pour la protection de la nature, avait indiqué que pour atteindre l'équivalence écologique du projet, il fallait des mesures supplémentaires, et le département y avait répondu en disant qu'une convention allait être signée avec la commune de Carrière-sous-Poissy, de manière à atteindre cette équivalence environnementale. Est-ce que vous pouvez me dire où en est cette convention, quand est-ce qu'elle a été signée, et sur quel terrain est-ce qu'elle porte? Alors, la convention dont il était question, en fait, c'était pour les terrains qui vont être utilisés pour les nouvelles compensatoires pour des rives de Seine, en fait, donc le deuxième site que je vous ai montré sur le slide. Et ces terrains-là, du coup, ils appartiennent à l'EPF, il y aura une obligation d'aide environnementale qui va être signée entre l'opérateur environnemental, Saluer l'environnement,
le département et l'EPF en fait pour grosso modo gréver en fait l'ensemble des terrains qui sont nécessaires pour le cycle de compensation sur 50 ans et que du coup que quel que soit le propriétaire en fait on sera obligé de continuer en fait à faire vivre ce site en compensation. Vous parlez des terrains qui sont face à l'île de dérivation. C'est ça, ils sont le long du chemin de la lave. Qui ont déjà fait l'objet de nombreux aménagements paysagers de la part de la communauté urbaine. Il y a eu un chemin effectivement qui a été fait, après le milieu est complètement fermé et pas entretenu. Enfin, ça s'appelle la nature. Avec les espèces invasives et exotiques, c'est pas, il n'y a pas besoin de mettre une plus-value supplémentaire. Après, vous avez bien vu, là, tout a dû être défriché en fait, sur le côté pour pouvoir passer, parce qu'en fait, le chemin de l'âge était quasiment plus patricable. Donc c'était bien inexact quand vous évoquiez pour enfants avec la commune de Carrière-sur-Poissy. C'était pas la commune de Carrière-sur-Poissy, c'est avec les FIF. C'est avec les FIF, ok, très bien. Une seconde question concernant l'arrêté préfectoral. Il y a un certain nombre d'espèces protégées qui ont été évoquées dans le dossier d'études d'impact, et en particulier les déclins de criard, qui d'ailleurs est identifié sur le site. Justement, vous avez mis les clôtures de l'ancienne décharge illégale qui se trouvait à Carrière-sur-Poissy, et on a des couples d'éclins de criard qui ont niché cette année, a priori. Et l'éclin de criard qui fait partie des études d'impact n'est pas cité dans l'arrêté préfectoral et ne fait pas l'objet de dérogation d'atteinte de espèces protégées. Vous pouvez expliquer ce point? Alors en fait, lors des différents passages, donc la MRE et le CSRPN ont reconnu qu'il y avait une étude qui avait été faite de qualité, que les passages avaient bien loupé les différentes saisons, et on en a fait de nouveau, et on n'a pas eu de cri en fait. Non, on n'en a pas trouvé. Voilà, ils ont je vous invite à consulter la base de données FEUD Île-de-France et vous verrez qu'il a été identifié sur l'emprise de votre projet, ce qui va poser un certain nombre de questions par la suite. Dernière question. Vous annoncez un défrichement à partir du mois de septembre. Vous imaginez bien que probablement des associations vont attaquer ce projet. Je peux vous annoncer déjà qu'aujourd'hui, un recours gracieux est adressé au préfet des Yvelines pour lui demander le retrait de cet arrêté. Est-ce que... pardon, je vais un peu plus de... C'est sur le recours qui vient d'être déposé. Voilà, et est-ce que, dans le mesure où des contentieux vont être engagés, il n'est pas risqué pour le conseil départemental d'engager des travaux, d'engager des sommes importantes, alors que vous risquez l'annulation par le tribunal? Quel chiffre? Alors, je n'ai pas de réponse des recours, il y en a déjà eu, je sais, et merci de nous dire qu'il y en a sans doute qui vont être posés, après on va instruire et apprécier, comme à chaque étape de ce projet, le niveau de risque qu'on prend, hein, on utilise, on dépense de l'argent public, on est respectueux. Donc en fonction de la nature des recours et voilà, de l'appréciation de risque juridique qui en est faite par les services, on verra le moment venu ce qu'on ne fait pas. Mais je ne vais pas préjuger à un instant T, on avance. Si à un moment les recours, suite est donnée au recours, on s'arrêtera. Et voilà, je ne peux pas aujourd'hui vous dire quelle appréciation va porter sur la nature des recours. Mais voilà, on les traite respectueusement. Après, je l'ai dit, il y en a déjà eu beaucoup de posés par différents acteurs. Ils ont été traités, gracieux, puis contentieux, etc. Je ne suis pas juge, hein, donc voilà, si à un moment les recours sont pertinents, eh bien, on prendra acte et voilà. Mais on ne va pas passer au forceps et prendre des risques inconsidérés financièrement si on estime qu'il y a un risque juridique avéré. C'est vraiment le travail des juristes qui nous accompagnent de nous dire à un moment, comme sur beaucoup d'autres sujets, s'il faut savoir, entre guillemets, lever le pied ou avancer parce que la jurisprudence fait que. Voilà. Mais j'entends bien seulement, vous voyez, l'arrêté préfectoral a été signé le 3 juillet. Puis au recueil le 5, vous nous annoncez un début des travaux de manière assez précipitée, alors même que lorsque les recours ont été purgés, vous avez mis près de 5 ans pour déposer votre dossier de demande d'enquête publique avec l'évaluation environnementale. Donc d'un côté, vous avez été quand même particulièrement lent dans la poursuite de ce projet depuis ses débuts d'ailleurs, et hors recours, les recours n'avaient pas de rapport à ça, et aujourd'hui, vous avez l'air de faire preuve d'un certain empressement pour attaquer les travaux. Donc je vous rappelle quand même qu'il va y avoir des recours qui vont être déposés, qu'il y a un risque juridique sur ce projet, et ce serait quand même regrettable que le conseil départemental engage des millions d'euros avec un risque juridique à la clé, la possibilité d'une annulation. Voilà. Je l'entends. Ouais, bonjour. Moi, c'était pas une question, c'était plus une correction par rapport à ce qui a été dit en réponse à une question sur l'artificialisation. Vous avez mentionné qu'il y avait 25 ou 27 hectares d'emprise totale, donc une partie d'artificialisation. Et pour répondre à la question de l'artificialisation, vous avez mentionné la séquence
éviter, réduire, compenser, biodiversité. Cette séquence éviter, réduire, compenser, elle s'applique sur des enjeux de biodiversité. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi des acteurs avec des zones qui sont déjà un petit peu riches en biodiversité, et les acteurs sont tenus de les enrichir encore en biodiversité. La question qui avait été posée, il me semble que vous n'avez donc pas répondu, c'est concernant l'artificialisation. La séquence éviter, réduire, compenser ne s'applique pas à l'artificialisation nette, c'est-à-dire quand on pose un bitume sur un sol qui est aujourd'hui naturel. Donc la question, si je pose une question à ce moment-là, c'est qu'en est-il de la compensation de l'artificialisation? Aujourd'hui, vous avez un objectif de zéro artificialisation nette sur les communes, et en France généralement. Quand vous artificialisez une zone, vous êtes tenu de désartificialiser une autre zone. Ça, ce n'est pas prévu dans le projet, parce que c'est un texte réglementaire qui est excessivement récent. Voilà. Donc c'était surtout pour apporter une correction. On ne compense pas une artificialisation avec la séquence biodiversité. Donc une réponse rapide par rapport, comme vous le dites, madame, à ce texte qui est très récent, c'est que le projet de liaison du pont d'Achères est inscrit dans le SDRIF-E, le nouveau projet de SDRIF-E de la région. Et en fait, c'est à ce titre-là que les compensations seront prises en compte. Voilà. C'est comme ça, tous les projets qui sont considérés comme d'intérêt majeur sont pris en compte à l'échelle de la région dans le SDRIF-E. Et le ZAN s'appliquera à l'échelle de la région, mais pas au cas par cas et au projet. Pour les troisième questions, un peu plus tard. Monsieur au fond, monsieur les coordonnateurs. Mais non, il y avait madame là. Madame avait levé la main. Je vais rappeler aussi durant que tout au long de ce projet, le vent venant d'ouest, toute la pollution ira sur Achères, parce que majoritairement, il y a 98%, le vent vient d'ouest sur Achères, et donc toute la pollution va se ramener à Achères, ce qui est d'une sympathie générale pour nos chers Achérois et nos chères Achéroises. De plus, j'ai une question sur les murs, enfin c'est pas sur les murs, mais sur les plaques anti-bruit, je sais pas quoi là. Au niveau de Rocourt, il existe une butte qui avait déjà cet effet-là. Les murs seront-ils placés en bas de la butte ou en haut de la butte? Parce que si c'est en bas, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Je leur devrais qu'ils soient en haut. Puis, je voulais dire quoi d'autre sinon? Ah oui, moi je propose d'aller plus loin dans la démarche éviter, réduire et compenser. Moi je vous propose de gagner du temps et de l'argent, éviter le projet, c'est rapide. Une réponse rapide sur les protections acoustiques. Il y a une partie de la butte d'Achères qui, dans le cadre de l'aménagement de la RD30, va être impactée. Et l'objectif du projet, ce qui a été retenu, c'est qu'on va mettre des écrans acoustiques, comme vous pouvez en voir ailleurs sur les routes départementales, et que ces écrans acoustiques permettent de respecter la réglementation sonore qui nous est imposée dans le cadre d'un projet neuf. Voilà. Il y a une partie de la butte qui va être remplacée par un écran acoustique et le reste sera certainement sur la butte. Mais donc il n'y a plus de butte, pour qu'on soit clair et net. Si la butte est remplacée par des murs, il n'y a plus de butte. Bah oui. Oui, c'est ça. Ah, ça sera moins efficace. Bah oui. Excusez-moi, juste vous parlez de quelle butte? Est-ce que vous parlez du Merlot qui est au droit de la rue du mec tout au nord du projet, c'est ça? Celle qui avec. Tout au sud du quartier de Bourg. Oui, donc. Du quartier de Bourg, oui. il y a une butte, très grande butte. Et il peut. Un mur est prévu ici selon les plans du projet. Les murs seront-ils en bas de la butte ou en haut de la butte? Ceux-ci sont en bas, enfin je trouve que ça sert à rien, on peut mettre là où ils sont plus efficaces. La butte, elle est en partie impactée. Donc, en partie? Elle sera supprimée. Mais disons les choses clairement. Il y a une partie alors on va le dire bien, il y a une partie de la butte qui est supprimée dans le cadre du projet de réaménagement de la RD30 sur place, et donc cette partie de butte supprimée va être remplacée par un écran acoustique qui répondra à la réglementation en termes de niveau sonore. C'est une question d'emprise qui est nécessaire, et donc il y a une partie de la butte qui est effectivement supprimée. Et donc on est d'accord que la pollution ira plus loin du coup, parce que la butte évite aussi la pollution de venir, au moins un peu. Et la butte va être remplacée par des écrans acoustiques, donc on aura quasiment le même effet. Non,
mais la lutte, elle fait 3-4 mètres d'eau, hein, c'est 5 minutes. Hein. Elle fait pas 1 mètre d'eau. Sur la pollution, c'est pareil, dans l'étude d'impact, tout a été calculé, tout a été montré, on a montré qu'on respectait les seuils et la réglementation en vigueur. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues du conseil municipal et de la CU, les hommages. Je suis désolé, j'ai beaucoup de questions, j'espère que vous pourrez répondre à toutes. J'ai vu que le pont serait livré en 2027. De ma compréhension, le tram 13 ne sera pas vraiment... devrait être livré en 2026. Du coup, est-ce que ça va impacter la livraison du tram 13 si le pont se fait aussi tard? Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il fasse finaliser ou est-ce que juste le tram sera moins rapide, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure? De ma compréhension, encore une fois, vous parlez de report modal pour que les gens prennent leur voiture pour aller à une gare. Ce pont servira uniquement du coup à venir à la gare d'Achères, puisque la gare de Poissy, il y a une route existante. Vous m'arrêtez si je me trompe. Qu'est-ce qui est prévu pour la congestion à Achères au rond-point de la rue du 8 mai 45, puisqu'on passera d'une 2x2 voies à une 2 voies toute simple, c'est-à-dire que les voitures, ce sera un goulot d'étranglement. Le risque, c'est de voir une partie du trafic coupée à travers Achères et donc le centre-ville pour rejoindre la N184, la D308 ou la route forestière des Pavillons qui a fait parler d'elle dernièrement. Qu'est-ce qui est prévu pour la discontinuité des voies cyclables? J'ai vu sur le schéma qu'il y aura des voies cyclables qui vont suivre la RD30, mais actuellement, il y a pas de projets qui sont prévus pour continuer donc de Achères pour aller jusqu'à Conflans. La route est assez dangereuse pour prendre de temps en temps un vélo, mais également pour aller jusqu'à Poissy. C'est pas la joie en vélo. Petite question subsidiaire, mais qui a son importance pour les cyclistes. Quel est le dénivelé du pont? Tout le monde n'a pas un vélo à assistance électrique. Pour moi, construire ce pont tel qu'il est proposé, c'est faire le pari que la voiture individuelle, ça reste l'avenir de la mobilité, avec un taux d'occupation de 1,2 personnes actuellement, tout en respectant uniquement ce qu'impose la loi sur les mobilités douces, c'est-à-dire quelques pistes cyclables le long des nouvelles routes construites. Et donc, c'est oublier que la mobilité douce conjointe avec les transports en commun, c'est certainement l'alternative à privilégier pour réduire les émissions de CO2, comme le rappelle le GIEC. Je finirai là-dessus, je suis désolé, mais la petite sur le départ en vacances des gens dans cette salle pour la Normandie, ou bien que monsieur, et je suis encore une fois désolé, j'ai oublié votre nom, vous pensez vraiment qu'il n'y a que la voiture qui nous permet de bouger. On peut prendre le train, il y a plein de mobilités différentes qui existent. Merci pour vos réponses. On revient sur Poissy, bien évidemment, qu'il y a des routes qui vont aujourd'hui être possibles. Le sujet, avec la création de cette infrastructure, c'est d'éviter qu'une partie du trafic qui transite aujourd'hui par Poissy et qui engorge la ville passe ailleurs pour permettre d'améliorer soit la desserte en transport en commun, soit la desserte en voiture vers les parcs relais, vers les gares. C'est ça, et rien de ça, bien évidemment, qu'aujourd'hui Poissy est desservi. Sur votre remarque sur les pistes cyclables, des discontinuités, il y en a franchement. En termes d'exemplarité, en matière d'aménagement routier et vélo, on n'a pas mis en magasin le projet qui est là. Le pont, les routes, l'intégralité des voiries qui nous ont été présentées sont équipées de pistes cyclables qui sont aux normes de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc bien évidemment qu'à un moment on poussera vers des infrastructures plus anciennes qui ne sont pas équipées, il faut bien qu'on commence. Et en tout cas, j'entendrai les reproches si, pour des raisons d'économie, on avait fait le choix de ne pas équiper toute ou partie des infrastructures de vélo. On a fait le choix d'avoir des aménagements exemplaires qui sont à la fois fluides pour le transport routier, bien sûr, mais également qui permettent de rouler en toute sécurité pour les vélos. J'ai franchement, sur les 1600 km de voirie du département, si elles étaient toutes comme ça, je serais plus heureux d'être vice-président. Et c'est moins des cas. Donc j'entends la critique sur les discontinuités. Ce projet n'a pas que des qualités, mais en matière d'amélioration des infrastructures mode doux, je pense qu'il est relativement exemplaire. Voilà ce que je voulais juste dire là-dessus. On va prendre une dernière question, madame, merci de votre patience. Quand même, le trafic qui va couper à travers Achères, c'est vraiment important pour les habitants de cette ville. Il y a des risques, ça traverse des zones résidentielles, c'est dangereux, vraiment. Monsieur le maire est avec nous, je pense qu'il a tout loisir de revenir vers vous après. J'entends vos questions, mais je suis moins légitime que Marc-André pour évoquer ce sujet. Bonjour. Les réunions d'information sont toujours... voilà, mais en même temps, on en a besoin.
Donc merci de les refaire, en fait, pour nous tenir au courant de ce qui se passe, parce que c'est vrai que moi je reste sur ma faim, en fait. C'est-à-dire qu'on a des tracés, ok, mais comment les travaux vont se passer, quelle va être la nuisance, parce que oui, en tant que riverain, il y aura des nuisances. Et on peut entendre l'intérêt général, mais on a aussi besoin d'être rassuré sur, à part des chevaux, qu'est-ce qui va être mis en place sur 3 ans de travaux qui risquent de faire du dommage à nos maisons, qui risquent de polluer les poumons de nos enfants, etc. etc. Et là, je ne vois pas grand-chose, d'accord? Sur la question des mobilités douces, donnez-nous du rêve, parce que en fait, sur les voies vélo, oui j'entends, mais alors où on garde le vélo, comment on le met en place? Moi j'essaye de garer ma voiture à Poissy pour prendre le transport en commun, c'est compliqué. Les transports en commun qui mènent à Poissy, les bus, c'est la mouise. Enfin, ma fille qui veut aller au lycée, j'en parle même pas. Et donc, en fait, on reste sur notre faim. On reste sur notre faim sur tout ça, parce que c'est pas concret au niveau des travaux de ce qui va se passer, c'est pas concret au niveau des mobilités douces. Et vous donnez beaucoup d'informations sans en donner vraiment. Alors, merci de votre propos. Évidemment, je comprends parfaitement avec moi. Sous les réserves, M. l'a dit, la vie de ce projet, je ne sais pas comment et quand il se terminera, mais elle est encore parsemée d'étapes. Donc, avant de venir vers vous avec des infos réelles sur les nuisances, les travaux, etc., il faut qu'on ait quelques certitudes sur un certain nombre d'étapes. On ne va pas vous annoncer des dates de travaux s'il y a des hypothèques, qu'il y a des recours, etc. Là, l'idée, c'était de vous donner un calendrier théorique s'il n'y avait pas d'obstacle, il y en aura forcément, et donc à un moment, quand on sera sûr de certaines étapes, on reviendra précisément vers les riverains pour évidemment préciser la nature de la gêne occasionnée pendant les travaux, parce qu'évidemment il n'y a pas de travaux sans gêne. Sur l'avant du rêve, alors c'est pas notre job, mais je suis parfaitement lucide que l'accès aux gares, la circulation, le stationnement de vélo, tout ce dont on est, je suis maire, je développe des pistes cyclables et j'ai aussi le sujet du stationnement, du vol de vélo, de la place du vélo électrique, du partage des modes, etc. C'est notre job au quotidien d'avancer. Ce que je redis, c'est que ce projet, s'il voit le jour, il apportera sa contribution en offrant des barreaux de circulation de qualité qui donneront peut-être ensuite envie à nos collègues maires de porter localement des projets sur lesquels le département et la région le font déjà, mais continueront à accompagner des aménagements plus fins pour que vous puissiez à la fin, partant de chez vous, prendre en sécurité le vélo, le garer en face si vous retrouvez votre sort. Tous ces sujets sont sur la table. Il faut bien qu'on commence, on part de loin. Chacun pour sa part du gâteau. Le département en responsabilité sur les grandes infras corrige un peu le tir. On l'a dit, on a une partie importante de notre budget qui est faite pour développer des infras de qualité. Ça ne réglera pas tous les sujets, mais ça envoie des signaux et ça donnera sans doute aussi envie à nous maires de basculer, de faire les efforts avec nos impôts locaux pour venir compléter ces dispositifs et faire en sorte qu'un jour ce ne soit pas des soucis. Désolé, messieurs, dames, mais il est 20h40 et on a dépassé 10 minutes le temps. Je vous remercie, vous avez le temps. De toute façon, je le redis, on se reverra. Je vous remercie en tout cas, la date n'a pas été choisie pour que vous ne puissiez pas venir à la preuve. Vous êtes nombreux, je vous remercie d'avoir pris le temps. On se reverra en fonction de la qualité des projets. Je remercie tous les élus présents d'être venus nous écouter et merci de la qualité des échanges, même si nous savions avant cette réunion, il serait un peu vif.